Cet après-midi, on va vous parler de sites internet. Donc aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler et puis donc, tout le monde dit que c'est bien d'avoir un site internet. Mais est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous allez avoir le temps de vous en occuper? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de créer son site internet? Ce à quoi ça vous engage et comment se passe la création du site, simplement. On va aborder toutes ces questions-là donc cet après-midi avec Muriel qui a l'habitude de créer des sites et qui est une experte dans le domaine. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. C'est un webinaire, donc l'information est plutôt descendante, mais c'est tout de même mieux quand c'est vivant et animé. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Je vous présente rapidement l'équipe, mais vous allez la voir toute la semaine si vous faites plusieurs de nos webinaires durant cette semaine du numérique. Tout simplement pour vous dire qu'on est une équipe régionale, donc présente sur tous les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec des compétences différentes et puis parfois similaires, ce qui permet de pouvoir répondre vraiment à l'ensemble de vos demandes sur le thème du numérique. Donc ça, c'est vraiment une force pour nous. Voilà. Je vais laisser du coup la parole à Muriel pour que tu nous expliques un peu tout ça. Alors, merci Mélodie, merci pour ces compliments. Donc, effectivement, comme disait Mélodie, c'est très important maintenant pour une entreprise, voire je dirais primordial, d'avoir un site Internet. Mais un site Internet, oui, mais pas n'importe comment. C'est l'image que peut véhiculer votre entreprise en temps réel et quotidiennement. Donc, c'est important de passer du temps à consacrer ce site Internet, mais surtout bien le préparer. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous aider à faire cet après-midi au travers ce webinaire. Il y a différentes façons d'être présente sur Internet. Donc, on va vous parler d'outils. Moi, je parlerai plus de solutions que d'outils. Comment bien le préparer, comment se poser donc effectivement les bonnes questions et être efficace en travaillant directement avec les outils les plus adaptés à vos besoins. La liste des outils qu'on pourra vous proposer aujourd'hui n'est forcément pas exhaustive. Il en existe énormément, des solutions, des outils pour créer son site Internet. Nous, on va vous présenter principalement ceux qui nous semblent les plus adaptés à notre secteur, c'est-à-dire les entreprises artisanales. Il y en existe d'autres. Après, vous pouvez nous poser vos questions si vous connaissez d'autres outils. Donc voilà, je vais commencer par vous faire travailler un petit peu et répondre à un premier petit sondage en ligne. On parle de site Internet. Vous êtes petit panel cet après-midi, mais parmi vous, combien ont déjà un site Internet? Je peux lancer, Mélodie, ou c'est déjà fait? Le sondage? Je ne sais pas. Donc, combien ont déjà un site Internet? Merci. Ont déjà un site Internet. Donc, disposez-vous déjà un site Internet? Oui, non. Si oui, est-ce un site vitrine ou un site de vente en ligne? Le webinaire aujourd'hui est dans un premier temps pour vous présenter le site classique, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le site vitrine, qui présente votre entreprise, votre savoir-faire, votre activité. Vous aurez demain un second webinaire demain matin à 9h, qui va plus passer de temps sur toutes les solutions e-commerce, vente en ligne. Mais aujourd'hui, vous êtes au bon endroit parce qu'un site Internet se construit déjà en se posant les mêmes questions pour la partie site vitrine. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Donc, la totalité des participants ont répondu au sondage et j'ai partagé les résultats. OK, merci. Alors, on va commencer par effectivement... Alors, je vais vite se poser. Alors, il y a plusieurs étapes avant de se lancer dans la création d'un site Internet. Il y a les étapes avant la création. Donc, avant la création, on va commencer par se poser les bonnes questions. Donc, on verra ensemble quelles sont les bonnes questions à se poser pour bien préparer son projet. En face des réponses à ces questions, on va trouver des solutions. Donc, ce qui va vous permettre de trouver des outils qui nous semblent adaptés à vos besoins. Et construire ainsi sereinement votre outil, votre projet et votre site Internet. Enfin, pour le rendre le plus attractif possible et pour parfaire l'expérience, on va dire, utilisateur, visiteur, on va vous aider, vous aiguiller pour que vos contenus restent attractifs, intéressants et surtout que vos visiteurs, le but, c'est qu'ils reviennent et qu'ils vous trouvent déjà, qu'ils trouvent sur votre site Internet les réponses à leurs questions
et si possible qu'ils reviennent. Donc ça, c'est plutôt les étapes après la création du site Internet, parce que même quand un site Internet est terminé et qu'il est en ligne, ben là, c'est pas fini. Il y a encore un petit peu de temps, il y a encore un petit peu de travail, il peut y avoir aussi encore des investissements. Donc, c'est toutes ces étapes qu'on va essayer rapidement de vous présenter cet après-midi. Donc, effectivement, comment être présent sur Internet? Il y a plusieurs solutions. Alors, je dirais que la première, la plus évidente et celle qui me semble la plus importante n'est pas sur ce slide. C'est ce que vous avez vu ce matin au travers de la fiche établissement Google pour ceux qui ont suivi. Sachez que nos webinaires sont censés être dans un ordre chronologique. Voilà, ou logique, on va dire. C'est vrai que ce qui est important pour être sur Internet, c'est déjà d'avoir sa présence sur Google. Google, le moteur de recherche le plus consulté. Donc, on vous a présenté ce matin comment construire sa fiche établissement. Donc, ça, c'est fait. C'était ce matin. Pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous allez pouvoir le revoir en replay. C'est animé par des experts de chez Google. Donc, une fois que cette étape passée, il y a d'autres solutions, les réseaux sociaux. Vous connaissez tous Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Il y en a d'autres, il y en a énormément. Ça peut être une sorte de présence sur Internet. Enfin, c'est une sorte de présence sur Internet qui ne remplace pas la création d'un site Internet. En mon sens, c'est complémentaire. C'est pas la même approche. On n'a pas les mêmes habitudes. On communique pas de la même façon, mais c'est complémentaire à un site Internet. Donc, les réseaux sociaux, c'est la présentation qui aura lieu demain après-midi, où là, effectivement, on va vous présenter tous les réseaux sociaux adaptés à l'entreprise artisanale et les derniers réseaux sociaux. Il y a donc effectivement une autre façon de créer son site Internet, c'est ce que j'appelle moi les plateformes ou les sites clés en main, version S2AS. Donc, ça, c'est un terme très technique. Je vous en ferai part. Je suis très, très mauvaise en prononciation anglaise, donc on va s'arrêter là. C'est des solutions effectivement clés en main. C'est des plateformes en ligne où vous allez pouvoir créer simplement, facilement, rapidement une présence sur Internet. Donc ça, on y reviendra sur notre présentation cet après-midi. Et après, on a le CMS propriétaire. Donc ça, c'est le logiciel un peu plus complexe qu'on va prendre en main, qu'on va installer, qu'on va télécharger et qu'on va mettre sur un serveur qui va vous permettre de créer un site Internet de façon un peu plus personnalisée. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce qu'on va vous présenter cet après-midi. Sachant que le CMS propriétaire, là, on aura quelque chose où on sera un peu plus indépendant par rapport à la plateforme. Pardon, je reviens en arrière, ce n'est pas le but. Donc, dans un premier temps, c'est important. La première étape, c'est vraiment de se poser les bonnes questions avant de se lancer. Alors, la première question, c'est pourquoi un site Internet? Oui, ça semble évident, pourquoi un site Internet? Donc, on parle cet après-midi de site Internet vitrine. Donc, pour présenter un site Internet vitrine, votre entreprise, votre savoir-faire, donc qu'est-ce qui va apporter à votre entreprise? Voilà, en plus, c'est effectivement d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être présenter vraiment votre activité, être contacté également par le biais des formulaires contact ou par le biais d'outils comme effectivement présenter votre téléphone, avoir un lien vers votre numéro de téléphone ou votre adresse mail pour que les gens puissent vous contacter à tout moment. Quels sont les objectifs attendus d'un site Internet? Est-ce qu'effectivement, je veux uniquement un site vitrine ou plus tard, je veux le faire évoluer vers un site marchand? Donc ça, effectivement, c'est les questions qu'il faut se poser avant, parce qu'en fonction des réponses à cette question, l'outil va être différent. On n'a pas la même approche. Question importante aussi sur pourquoi un site Internet, quelle est ma cible, à qui je vais m'adresser. Est-ce que c'est une clientèle de particuliers, une clientèle de professionnels? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des personnes plus âgées? Est-ce que c'est des… en fait, en fonction effectivement aussi de votre cible, des personnes à qui va être destiné votre site Internet, ça va avoir une influence sur l'outil que vous allez utiliser, la solution que vous allez choisir.
c'est toujours bien d'avoir réalisé une petite étude de marché avant de se lancer dans la création de ce site Internet pour justement répondre à toutes ces questions et de répondre aux attentes de vos visiteurs. Alors, une autre question qui, pour moi, est vraiment essentielle avant de réfléchir et de choisir une solution plus qu'un outil, c'est le facteur temps. Combien de temps je dispose à la création de mon site Internet? Suis-je pressée? Est-ce que je veux le mettre en ligne rapidement? C'est-à-dire, voilà, je vais créer mon entreprise, j'ai vraiment besoin de ce site pour me faire connaître, pour me lancer. Là, je vais choisir une solution qui va me permettre de créer rapidement, efficacement un site Internet. Ou au contraire, je veux prendre mon temps parce que j'ai encore un petit peu de temps avant la création de mon entreprise, ou alors mon entreprise est créée, mais j'ai une boutique où j'ai déjà d'autres moyens pour pouvoir déjà commencer mon activité et je veux bien réfléchir, bien prendre le temps de bien créer mon site Internet. Donc là, je vais poser les choses et je vais peut-être utiliser un outil un peu plus complexe, mais qui va me permettre de répondre vraiment à mes attentes ou à la technicité de mon site Internet. Donc, le facteur temps, vraiment, c'est vraiment important. Après, effectivement, une fois que le site est créé, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut prévoir du temps pour l'alimenter et surtout pour le mettre à jour. Un site Internet, c'est bien, mais un site Internet pas à jour, ça ne sert à rien. Pas actualisé, ça ne servira à rien. Même si vous n'avez pas forcément de l'actualité à présenter régulièrement, pensez quand même à changer vos photos, à faire en sorte que le client découvre à chaque fois des nouvelles informations sur votre site Internet, qu'il a envie de revenir et que ce soit quelque chose d'assez dynamique et vivant. Ça, c'est super important. Donc, effectivement, en fonction de vos activités, il y a plus ou moins de l'actualité, mais même s'il y en a très peu, faites en sorte qu'il soit attractif. Surtout aussi par rapport au temps, aux mises à jour. Donc, on y reviendra un petit peu dans les slides suivantes. Ce qui est super important pour votre site Internet, c'est qu'il soit visible et visible aussi des moteurs de recherche. Donc, plus votre site Internet sera à jour, c'est-à-dire plus souvent vous allez le modifier, plus ce sera bénéfique pour les moteurs de recherche. C'est des petits robots qui scrutent votre site Internet et plus vous allez faire des mises à jour, le robot, c'est une intelligence artificielle qui va être capable de voir en fait tout le trafic qu'il y a sur votre site. Et plus souvent vous allez le mettre à jour, mieux vous serez, alors je dirais entre guillemets noté, mais mieux vous serez apprécié des moteurs de recherche qui viennent le visiter. Donc ça, c'est super important. Un site Internet qui n'a pas évolué depuis plusieurs mois, c'est un site qui va être vite oublié par les moteurs de recherche et ils ne viendront pas si souvent que si vous le mettiez. Alors, changer une photo, mettre une petite actualité, ça sera plus bénéfique pour la suite de votre site Internet. Pas de questions par rapport à ça, Mélo? Non, question par rapport à ça, non. Donc, en fonction de ces déjà des deux premières questions, on va avoir des informations par rapport à votre budget. Donc, le budget, donc j'ai parlé un site rapidement, un site effectivement qui est développé, où on va prendre le temps de développer, ça va aussi des fois déboucher sur des coûts différents. Effectivement, le budget, c'est combien d'argent j'aurai à consacrer à mon site Internet. Donc là, nous, on parle effectivement que des sites vitrines, mais si votre site, vous avez l'intention de le faire évoluer vers un site de vente en ligne, le budget sera vraiment différent. Parce qu'il y aura plus de fonctionnalités, parce qu'il y aura plus de temps dans le développement. Alors, quand je parle de budget, c'est l'argent que vous aurez à consacrer si vous passez par un prestataire au démarrage, à la création de votre site Internet, mais aussi le temps, parce qu'on sait que le temps pour un chef d'entreprise, pour un artisan, c'est de l'argent. Tout le temps que vous allez passer à la création, à la consécration de votre site Internet, c'est du temps que vous ne passerez pas à la réalisation de vos productions, à la gestion de votre entreprise. Et tout ça, effectivement, ça se chiffre. Donc, effectivement, si vous souhaitez aussi un site personnalisé avec des fonctionnalités plus ou moins spéciales par rapport à votre activité, ce sera des coûts supplémentaires si vous passez par un prestataire pour créer votre site Internet. Si vous passez par des outils
que vous allez autogérer. On verra, il y a plusieurs solutions par le prestataire ou par le biais d'outils parce que vous êtes suffisamment à l'aise. Ça va être du temps pour trouver l'outil, la fonctionnalité, l'extension qui va vous permettre d'arriver à cette fonctionnalité. Donc, le temps, c'est de l'argent. Pensez donc effectivement à la rentabilité de votre investissement. Donc, en fonction de votre activité, on a des entreprises dans notre réseau chambre de métier. Vous avez des activités vraiment très, très différentes. Et du coup, en fonction de vos activités, ce n'est pas les mêmes besoins derrière. Si je prends l'exemple du vendeur de véhicules spécialisés, voitures de collection, par exemple, lui, il aura un site Internet. Peut-être qu'il va déboucher sur de la vente en ligne. Dans un premier temps, uniquement montrer ses véhicules, quelques photos, montrer son parc ou son savoir-faire, mais qui peut évoluer vers de la vente ou de la présentation de catalogue en ligne. Et là, il y aura effectivement du visuel, des fonctionnalités qui auront un coût différent du simple site du garagiste, par exemple, qui lui n'a qu'une activité de proximité et qui va utiliser son site Internet uniquement pour la présentation de ses services, mettre en ligne ses horaires, mettre en ligne un numéro de téléphone où on peut le contacter rapidement avec un plan où on va pouvoir le géolocaliser. Donc, tout ça, c'est des choses plus faciles à mettre en place, plus faciles, plus rapides à mettre en ligne et qui donc n'auront pas le même impact au niveau financier pour une entreprise. Donc, effectivement, si vous avez une clientèle plus locale ou une clientèle plus nationale, là, vous avez besoin en termes de référencement, en termes de visibilité, de mettre en place des fonctionnalités ou des extensions qui seront différentes. J'espère que je ne vous parle pas trop technique. J'essaye. Justement, tu parlais de soit faire le site par nous-mêmes ou alors de passer par un prestataire, ce qui est une possibilité. Alors, on a une question par rapport à ça. Quel est le coût actuellement pour un site vitrine fait par un prestataire? Alors après, ça dépend aussi de ce dont vous avez besoin. Mais après, c'est une fourchette de prix. Il faut faire au moins 3 devis pour pouvoir bien comparer les choses. Après, en général, si je peux me permettre de répondre, on est aux alentours de 1 500 €. Je ne sais pas ce que t'en dis, Muriel. Oui, voilà, c'est une moyenne, effectivement, entre 1 000 et 1 500 €. Je dirais, il y a des très bons prestataires qui peuvent vous développer des sites à partir de 800, 1 000 €. Je dirais 1 000 €, voilà, parce que c'est du temps, là, en passant par un prestataire, toutes ces questions qu'elle en se pose, effectivement, lui, il va devoir le faire, alors pas à votre place, mais avec vous. C'est toute une, effectivement, voilà. Pour un site vitrine, après, on a des personnes moins scrupuleuses qui peuvent vous proposer des chiffres bien plus importants, mais pour un résultat moindre. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de nous consulter, parce qu'on peut, alors, pas vous donner des noms de prestataires, on n'a pas le droit, mais on verra tout à l'heure dans les slides, c'est vous conseiller sur la façon qu'il faut mettre en place pour amener la création de votre site Internet par un prestataire. Moi, je conseille, c'est de faire un cahier des charges, donc on va le voir dans nos slides un peu plus loin, et de leur demander tous la même chose sur la même base, en fait. Ça vous permet de choisir de façon, sur les mêmes critères, votre prestataire, et de faire attention de ne pas vous laisser endormir par des gens qui peuvent vous vendre du rêve. Vous allez, une fois votre entreprise immatriculée, vous êtes contacté par des gens peu scrupuleux qui cherchent juste à vous vendre un produit sans forcément vous vendre un service derrière. Les prestataires informatiques sont aussi des artisans qui sont inscrits chez nous. Alors, faites le choix peut-être de l'artisan de proximité qui va pouvoir vous créer le site sur mesure et vous rendre vraiment un service avec un suivi derrière, plutôt que de choisir une plateforme. Voilà, il y a vraiment effectivement de tout. Donc là, n'hésitez pas à nous consulter, à nous, l'équipe numérique dans chacun des départements. On peut vous mettre en garde en fait et puis vous aider à choisir tout en étant impartial la personne. J'ai répondu à la question? Oui. Voilà. Après, on a une autre question par rapport à le prix d'un site vitrine qui
doit être évolutive vers du e-commerce personnalisable et flexible. Après, là, je pense que c'est un peu du sur-mesure. Donc, le mieux, c'est de faire un bon cahier des charges, de bien définir votre besoin et ensuite de voir au niveau de trois prestataires différents pour avoir un point de vue assez global sur le sujet. N'hésitez pas à revenir aussi vers votre chambre de métier. On pourra regarder les devis avec vous et voir ce qui semble être le mieux, du moins par rapport à votre besoin. Voilà. Mais là-dessus, on n'a pas forcément de fourchette de prix à vous donner. Après, tout dépend le besoin et ça peut être du sur-mesure aussi. Voilà, ça va dépendre aussi du nombre de produits pour un site de vente en ligne, des différentes fonctionnalités dont vous avez besoin. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident de chiffrer. Le site d'un grand vendeur, voilà, de vente en ligne, Amazon par exemple, ou on va pas conseiller, voilà, c'est différent d'un petit artisan qui n'a qu'une dizaine de produits à mettre à son catalogue. Autre question importante, c'est qui va gérer le site. Alors là, effectivement, donc on revient, ça tourne toujours autour, effectivement. Donc, si c'est vous le chef d'entreprise qui gérez, est-ce que ça va être vous, chef d'entreprise, effectivement, qui va aller gérer complètement la création du site Internet, le suivi, les mises à jour du site Internet? Là, est-ce que vous aurez le temps, est-ce que vous aurez la possibilité de vous dégager du temps sur votre temps d'activité pour le consacrer? Ça va falloir effectivement l'évaluer avant. Si vous dites que non, c'est pas votre métier, que votre métier, c'est pour le garage automobile, c'est de réparer du véhicule et que c'est pas, voilà. Donc là, il va falloir effectivement déléguer. Donc, soit déléguer à une personne de votre entreprise qui a des compétences, mais qui aura si peu de temps. Il faudra lui laisser du temps dans son planning pour pouvoir gérer, pour mettre à jour ce site Internet, le concevoir. Ou alors, effectivement, la solution, si vous avez très peu de temps à vous à consacrer ce site Internet, c'est de travailler effectivement avec un prestataire extérieur. Mais là encore, il ne faut pas négliger le facteur temps à votre charge, c'est-à-dire que le prestataire va pouvoir vous créer la structure du site, vous aider sur la partie technique, mais il faudra lui fournir des contenus, vos contenus, parce que c'est avant tout votre site Internet. Ce sera à vous de lui fournir les infos que vous voulez mettre dessus. Il peut vous aider, il peut vous aiguiller, il peut vous conseiller. Les photos aussi, souvent, c'est bien que ce soit vos visuels, vos photos, vos produits. Et ça, le prestataire, soit il vient prendre les photos chez vous, et voilà, donc ce sera des choses qui, effectivement, auront un impact sur le coût du site, soit vous allez pouvoir lui fournir, mais c'est du temps de sélection. Donc, toutes les réponses à ces questions vont influer effectivement donc, le budget. Là. Donc, les alternatives pour créer votre site Internet, on en parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, moi, je vois 3 grandes solutions. C'est soit effectivement seul. Alors, il y a des outils, ce que j'appelais les plateformes que je vous ai citées tout à l'heure, les plateformes de création de sites Internet. Donc, c'est des outils clés en main qui sont assez simples d'utilisation, adaptés à des sites Internet très simplifiés, c'est-à-dire de présentation classique d'une entreprise avec quelques pages, un formulaire contact, un plan de géolocalisation. Donc ça, c'est les outils de plateforme. Vous pouvez, sur ces outils-là, vous allez pouvoir créer rapidement, simplement votre site Internet. En passant par des logiciels un peu plus complexes, vous pouvez aussi le faire seul, mais là, il faut avoir un peu plus de compétences ou de connaissances en informatique. Je pense être assez à l'aise avec l'informatique. Et là, donc, vous allez pouvoir passer par un logiciel un peu plus complet, ce que j'appelle moi les logiciels CMS dans leurs termes un peu techniques, que vous allez télécharger, qui vont vous permettre de créer des sites Internet un peu plus complets. Il y a une solution aussi, une alternative entre le professionnel et le fait de créer mon site Internet tout seul chez moi à la maison, c'est de passer par l'option formation. Donc, nous, dans nos 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, je crois qu'on propose cette formation, en tout cas chez nous, dans nos départements, Mélodie et moi, des formations qui aident les entreprises à créer leur site Internet. Vous venez en formation sur 4 jours. Là, vous êtes accompagné soit par un chargé numérique de la chambre de métier dans certaines structures, soit par un prestataire extérieur ou un formateur spécialisé sur la création de sites Internet.
Et sur ces 4 jours, on va vous aider à construire votre propre site Internet de A à Z. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas seul devant votre écran. On va vous aider à prendre en main un outil qui est adapté à la création de site Internet. Alors, 4 jours, c'est du temps, mais vous repartez avec quelque chose qui est normalement pas bancal, qui est adapté à la réglementation, parce que ça aussi c'est important. On voit beaucoup de chefs d'entreprise qui créent leur site Internet tout seul à la maison, parce que oui, c'est pas compliqué, mon ami il l'a fait, donc voilà. Mais il manque des petites étapes clés de la réglementation, tout ce qui est mention légale, tout ce qui est, on va le voir après, tout ce qui est conditions générales de vente, c'est des choses super importantes pour les sites de vente en ligne. Et souvent, quand vous êtes seul, vous n'avez peut-être pas toutes les clés pour bien le créer en respectant cette réglementation. Quand vous avez une information, alors chez nous ou d'autres structures, il y a d'autres structures qui vous aident à travers des formations à créer votre site Internet. On est assez à cheval par rapport à cette réglementation et voilà, pour vous accompagner aussi dans ce domaine-là. Ou ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis, toujours prendre l'exemple du garagiste, je suis à l'aise pour réparer un moteur de voiture. C'est pas mon cas, mais pour réparer un véhicule. Par contre, l'informatique, je confie ça à des pros. Donc, je passe par une agence, je passe par un prestataire informatique. Et là, je m'assure effectivement que j'ai quelque chose qui répond à ce que j'ai besoin. Voilà, tout va dépendre de vos objectifs, encore une fois, de votre budget. Si vous voulez un site vitrine ou un site marchand, c'est vrai qu'un site marchand, le faire soi-même, c'est vraiment très, très complexe. Des fois, il vaut mieux faire travailler un spécialiste. Ne pas vous louper. Alors, c'est pourquoi effectivement, on parle de ça dès le début. Effectivement, c'est que c'est super important. On voit beaucoup d'entreprises qui se disent je vais essayer tout seul. Après, je verrai si j'arrive. Si j'arrive pas, voilà. Mais c'est souvent après la frustration, c'est que je commence tout seul. Le résultat ne correspond pas à ce que j'attendais. Au final, il n'est pas visible, mon site Internet. Très peu de personnes vont dessus ou les gens sont super déçus. Et vous devez repartir après, soit par le biais d'une formation ou travailler avec un prestataire. Et là, l'économie de temps ou d'argent n'est pas là parce qu'il faut tout reprendre. Et voilà. Le but, ce n'est pas de vous faire peur à travers cette slide, mais c'est surtout de bien vous faire comprendre que c'est bien de choisir dès le départ en fonction de vos compétences et votre temps surtout. Voilà, là, c'est vraiment les solutions qui s'offrent à vous. Et comme tu disais, Muriel, c'est en fonction du temps que vous avez y consacré, de votre budget, de ce que vous voulez en faire. Donc, on a des questions comme est-ce que 4 jours, c'est suffisant pour la formation création de site? Mais là, c'est pareil, en fait. Tout dépend, vous, aujourd'hui, comment vous vous sentez aussi avec l'informatique. Et si vous savez déjà à quoi va ressembler votre site, enfin, si vous avez déjà une idée claire, nette et précise de ce que vous voulez y mettre, du cahier des charges, en fait, finalement, effectivement, 4 jours, je pense que c'est suffisant. Toi qui en fais souvent. Oui, pour les formations qu'on anime chez nous en chambre des métiers, alors c'est 4 jours en présentiel chez nous. Par contre, je vous donne un petit peu de travail entre chaque session. Alors, chez nous, c'est 4 fois, c'est pas 4 jours d'affilée. C'est 4 lundis, 4 mardis. Enfin, voilà, c'est 4 jours sur 4 semaines, étalés sur 4 semaines. Ça vous laisse du temps de préparation, notamment pour principalement les contenus, pour définir les mots-clés, voilà. Et avant la première journée de formation, je vous demande de travailler sur cette slide-là, notamment sur la préparation d'un cahier des charges. Parce que si vous faites votre site en solo, c'est important déjà de se poser les bonnes questions, les questions qu'on s'est posées précédemment, d'y répondre, être formalisé noir sur blanc, c'est-à-dire dans un document, ce que moi j'appelle un cahier des charges, les réponses à ces questions. Ça va vous aider à aller un peu plus vite dans votre réflexion, de définir votre stratégie. Et effectivement d'y voir plus clair un petit peu, de définir vos objectifs. Donc, le cahier des charges, c'est un document qu'on vous conseille de rédiger, d'autant plus si vous travaillez avec un prestataire. Ce que vous disiez tout à l'heure, Mélodie, c'est bien d'en consulter au moins 3 pour pouvoir comparer. Et ce cahier des charges va vous permettre de leur donner le même cadre, de fixer un cadre et de vraiment décrire tout ce que vous avez besoin dans votre site Internet. Quels sont vos objectifs, site vitrine, site de vente en ligne, site vitrine, mais qui peut évoluer vers un site catalogue, par exemple, ça peut être un de vos critères. J'ai une charte graphique, je n'en ai pas, j'ai besoin d'un logo.
J'en ai un, donc j'en ai pas besoin. Donc tout ça, vous allez l'écrire noir sur blanc dans ce document, et ce qui va permettre à chaque prestataire qui va le recevoir, le lire, de vous faire un devis, de vous fixer un tarif en fonction de ce que vous avez défini comme stratégie. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de super important. C'est vraiment le document de référence qu'il va y avoir entre vous et le prestataire, et qui va permettre de répondre chacun sur la même base, en fait. Je crois que voilà. Donc, dans le cahier des charges, on va fixer aussi le temps. Est-ce qu'effectivement, j'aurai le temps, moi, de faire, en tant que chef d'entreprise, mes mises à jour? Dans ce cas-là, le prestataire va se dire, si le chef d'entreprise peut le faire, je n'aurai pas à le faire. Je vais lui expliquer comment faire. Et effectivement, ça va être quelque chose que je vais chiffrer moi en termes de financier dans mon devis. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de formaliser toutes les réponses aux questions qu'on s'est posées précédemment dans un seul document, qui va permettre de partir sur de bonnes bases. Par rapport au temps, justement, tu disais le temps qu'on a y consacré, etc. Je rebondis parce qu'on a une question là-dessus. Combien de temps par jour ou par semaine en moyenne pour s'occuper de notre site? C'est hyper vague parce que tout dépend ce que vous avez à y renseigner aussi. Si c'est un événement, une actualité, ça peut être même pas 1 heure, ça peut être 5-10 minutes, ou alors c'est rajout d'un nouveau produit, si on est sur un site marchand ou autre chose, ça peut durer plus de temps. C'est vraiment selon l'information que vous avez aussi à fournir, à communiquer, quoi. C'est vraiment en fonction de votre activité. Je reprenais tout à l'heure l'exemple effectivement de la personne qui va vendre des voitures. Voilà, donc il a régulièrement des nouveaux produits à mettre en ligne, à montrer. La personne qui est simplement un garage automobile qui fait de la réparation de proximité, une fois qu'il a décrit son savoir-faire, ses prestations, on ne va pas venir régulièrement remodifier. Enfin, c'est des choses qui ne s'inventent pas, qui sont généralement fixées au début. Il peut y avoir effectivement de l'actualité, des mises à jour à faire, mais qui seront beaucoup moins régulières. Donc là, effectivement, toujours pour le cahier des charges, sachez que, alors je pense que c'est essentiel, si vous passez par un prestataire, de le faire, ça on l'a dit, on le redit. Là, la chambre de métier, tout en étant neutre, on peut vous aider à le rédiger pour faire en sorte qu'il soit le plus complet possible. Autre chose qui me vient à l'idée par rapport à un cahier des charges, ce qui est super important, c'est de préciser dans ce cahier des charges, même si c'est une évidence, que votre site doit être compatible tout écran, téléphone, tablette et ordinateur. En fonction de votre activité, en fonction de votre public, de votre cible, vos sites seront consultés sur différents supports, et il faut que votre site soit adapté à ces différents supports. On sait que de plus en plus maintenant, les visiteurs de sites Internet les consultent sur des smartphones, des écrans plus petits. Et là, il ne faut pas que votre site soit déstructuré. Il faut que le menu soit bien visible, qu'on retrouve toutes les fonctionnalités de votre site, aussi bien que si on était sur un écran d'ordinateur. Donc ça, c'est important de le préciser dans le cahier des charges, même si c'est une évidence, parce que si vous avez un prestataire qui veut à tout prix vous vendre une prestation et un prix, va se dire, je ne chiffre pas la technologie qui me permet de consacrer du temps à faire en sorte que le site soit compatible sur tous les écrans. Il ne me l'a pas demandé, je ne le chiffre pas. Si le site n'est pas adapté, tant pis pour lui, on ne l'a pas demandé. Par contre, si vous l'avez précisé dans le cahier des charges, il se doit de le chiffrer et d'y répondre et de faire en sorte que votre site soit compatible. Et ce sera pour vous un moyen de dire, de rectifier le tir si vous trouvez que le site n'est pas adapté comme vous le souhaitez à tout type d'écran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On y reviendra à la fin. C'est des choses qu'il faudra tester. Une fois que votre site est terminé, il y a plein de choses, fonctionnalités à tester. Et ça, c'est la première chose à tester, effectivement, que votre site est compatible. Alors, après s'être posé, j'ai un souci avec mon... Voilà. Après s'être posé les bonnes questions, on va effectivement voir quels outils, je parle plutôt de solutions, qui peuvent vous permettre de répondre à ces exigences. Alors, juste avant de commencer cette étape 2, on avait quelques questions quand on présentait justement les différentes façons de créer le site. Donc, soit vous en solo ou en formation ou par un prestataire. Alors, moi, je ne connais pas par cœur les tarifs de nos formations, mais on a eu pas mal de questions par rapport à ça. Est-ce que tu sais à peu près le coût de nos formations? Alors, je devrais pouvoir répondre
pour ma gouverne, mais je pense on fonctionne tous de la même façon. Les sites création de sites internet sont éligibles au CPF, contrairement à d'autres sites qui peuvent ne pas l'être. Pour nous, champ de métier, ils sont éligibles. Donc, c'est-à-dire, soit vous avez suffisamment de crédit sur votre CPF. Alors, il me semble que pour mon département, c'est 850 € de fonds CPF pour la formation création de site internet sur 4 jours. Donc, je pense que ça, c'est homogène sur tous les départements. Donc, ça, c'est une solution si vous avez du CPF. Si vous n'avez pas du CPF, ça parle à tout le monde, compte personnel de formation. C'est de l'argent que vous avez cumulé depuis le début de votre activité. Alors, pas forcément chef d'entreprise, mais c'est pour tout salarié, toute personne qui cotise en fait un compte temps pour de la formation. Il y a la solution de financement par le biais des fonds d'assurance formation, ce qu'on appelle nous les FAF. Tout chef d'entreprise, à partir du moment où vous êtes chef d'entreprise artisanale, vous bénéficiez vous cotisez à ce FAF qui vous permet d'avoir des heures formation. Et là, ça peut être pris en charge par cet organisme-là. Sauf qu'il y a des budgets, il y a des enveloppes qui sont définies en début d'année et qui peuvent être plus ou moins vite consommées en fonction, voilà. Donc là, ça peut être une solution pour financer nos formations. Après, généralement, les chefs d'entreprise, soit vous avez du CPF, soit c'est le FAF qui vient financer vos formations. Si vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez forcément aussi du CPF. Ok, merci. Alors, du coup, voilà. Par rapport aux outils, rappelons rapidement les types de sites. On l'a déjà dit rapidement tout à l'heure. Donc, on a bien le site vitrine qu'on oppose. Alors, je ne l'oppose pas, c'est complémentaire au site e-commerce. En fait, pour moi, un site e-commerce, c'est un site vitrine avec une fonctionnalité supplémentaire qui permet d'aller plus loin dans la vente. Donc, le site vitrine va permettre de présenter effectivement votre savoir-faire, votre activité. C'est des pages. Alors, je dirais pas des pages seulement statiques, parce que ça peut être aussi de l'interactif, mais qui permet d'avoir une présence sur Internet sur lequel on va partager de l'information, de l'actualité. Mais surtout, ce qui est essentiel d'avoir dans un site vitrine, c'est d'avoir une page contact ou un lien qui permet d'être contacté assez facilement. Voilà. Donc, on met souvent, de plus en plus, c'est ce que je recommande sur vos sites vitrines, des boutons, ce qu'on appelle des CTA, des boutons d'appel à l'action. On voit de plus en plus besoin d'un devis sur la page d'accueil, sur la bannière. La personne, le visiteur, va cliquer sur ce bouton-là et ça va aboutir à un formulaire qui permet tout de suite de demander un devis ou de remplir un formulaire contact pour pouvoir tout de suite être en interaction avec votre visiteur. On a le site vitrine, donc là, le site e-commerce, qui peut comporter une partie vitrine, mais qui va plus loin avec une plateforme de paiement en ligne. Alors déjà, une présentation de vos produits dans des fiches détaillées, des fiches produits, et qui va donc jusqu'à un système de paiement en ligne avec un système de gestion des livraisons, Colissimo, Relais Colis. Il existe plein de solutions de livraison qui peuvent se cacher derrière un site vitrine. Donc, c'est à vous de vouloir ou pas les activer. Donc, ça sera plus la présentation de demain matin. Il faut savoir que derrière, il y a une gestion des stocks aussi et une gestion de la facturation des bons de commande. Donc, ce qui explique qu'un site vitrine va mettre plus de temps dans sa construction et qu'il y aura un coût effectivement en conséquence de cette gestion un peu plus complexifiée. Il peut y avoir aussi un simple espace dans un annuaire professionnel. Donc ça, c'est important. Ça peut être aussi complémentaire à un site vitrine. On parlait du garagiste, donc il a son site vitrine, mais il peut être référencé dans un annuaire professionnel de dépanneur de proximité. Donc là, c'est des sites spécialisés qui permettent de répertorier des entreprises par rapport à votre activité. Donc ça peut être intéressant, c'est de l'échange de liens. Donc plus vous serez référencé, votre site Internet sera référencé dans d'autres sites Internet comme des espaces annuaires, mieux vous serez référencé, mieux vous serez coté par rapport au moteur de recherche. Il peut y aussi avoir le blog. Alors le blog, on en rencontre de moins en moins parce ils ont été
remplacé par les réseaux sociaux, tout simplement. C'est vrai que maintenant, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ça, on utilise de moins en moins le blog. Euh, voilà pour les typologies, on va dire, de sites Internet. Et sur ce slide-là, pour éviter d'avoir un langage trop informatique, je vous présente des logiciels, des solutions, alors qu'on appelle CMS, en fonction de 2 critères par rapport à leur complexité et leur flexibilité. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est ça qui va déterminer en fait le choix du logiciel et de la solution. Donc, en haut à droite, je parle plus d'outils plus complexes, plus évolutifs. Alors, comme Joomla qui est un logiciel, une solution qu'on va télécharger, comme WordPress. Alors, il y a deux WordPress. Vous voyez qu'il y a la WordPress en noir avec le logo noir et le WordPress avec le logo bleu, pardon, à ne pas confondre. Donc, le WordPress avec le logo noir, ça va être des solutions, des logiciels à part entière qu'on va télécharger et qu'on va héberger sur un serveur et qui vont nous permettre de créer des sites Internet, que ce soit du site vitrine, mais qui peuvent aller après jusqu'au site e-commerce avec un peu plus de complexité et qui sont très flexibles. Donc, il y a Drupal, Magento, qui sont aussi des sites moins utilisés, moins connus que Joomla ou que WordPress. On trouve aussi PrestaShop, qui est, lui, une solution un peu plus spécialisée dans la vente en ligne, mais qui est très complexe, mais voilà, flexible, mais un peu plus compliqué à prendre en main. Alors, j'aurais dû passer du plus simple, mais voilà. On a donc le petit sac vert, c'est une solution pareille de vente en ligne. Donc ça, mes collègues demain vous en parleront aussi. C'est de la solution hébergée, comme de la plateforme, qui va vous permettre de créer un site Internet de vente en ligne, mais de façon plus facile que PrestaShop. Donc, c'est une complexité un peu voilà, voilà. Vous allez rentrer vos produits sur une plateforme et c'est plus facile. En bas, on va retrouver les solutions moins complexes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, qui vont permettre de créer des sites Internet plus rapidement, plus facilement, mais qui sont beaucoup moins flexibles que WordPress ou que Joomla. C'est-à-dire que vous allez être limité, vous allez être dans un cadre et limité soit par le nombre de pages, soit par le nombre de fonctionnalités, mais qui va vous permettre de créer des sites plus rapidement. Donc, ces solutions-là, comme Jimdo, comme Wix, elles sont souvent hébergées, c'est-à-dire en ligne. Vous allez aller sur le site wix.com et on va vous proposer plusieurs solutions de créer votre site Internet rapidement sur une base d'un site gratuit. Alors, je vous mets en garde sur les versions gratuites. Ça peut être alléchant, intéressant, mais elles manquent réellement de fonctionnalités, notamment les fonctionnalités de référencement. Donc voilà, c'est bien pour commencer, mais je vous conseille d'aller vraiment sur des formules avec un abonnement où là, vous allez pouvoir déployer les fonctionnalités importantes qui vont vous permettre d'améliorer le référencement et la visibilité de votre site Internet développé sur ces plateformes comme Wix et Jimdo. Et vous avez WordPress.com qui est là aussi une plateforme. Alors, dans sa fonctionnalité, vous allez avoir à peu près les mêmes, voilà, le logiciel est le même que WordPress.org, enfin l'utilisation du logiciel, mais les fonctionnalités sont différentes. Vous aurez beaucoup moins de fonctionnalités sur WordPress.org parce que vous serez beaucoup plus limité, vu que ce sera une plateforme hébergée en mode SaaS. Donc, c'est adapté vraiment pour ces solutions de sites vitrines qu'on veut déployer assez rapidement. On a des questions par rapport justement à ces principales solutions. On a alors des questions et des informations. Certains nous disent que un concurrent de Shopify, donc le S qui était présent ici, voilà, dans cet encart-là, il y a une solution française qui est Dropeasy. Voilà. Donc, pour info, donc je partage. On a aussi Squarespace. Est-ce que tu connais? Oui.
Alors, c'est une solution qui permet de créer du site vitrine, du site qui va jusqu'au site de vente en ligne, hein, comme on peut avoir pour WordPress. Alors, WordPress, la solution la plus classique, enfin, de base, on va dire, c'est le logiciel WordPress. Et si vous voulez installer la fonctionnalité qui permet de faire de la vente en ligne, ça s'appelle WooCommerce. Donc, c'est un élément de WordPress. Et Squareplace a cette fonctionnalité aussi qui permet de passer du site de base vitrine à évoluer vers le site de vente en ligne. Mais il est alors, pour l'avoir vu dans certaines entreprises, à mon sens, moins flexible que WooCommerce, mais moins technique, moins difficile à utiliser. Donc, c'est vraiment par rapport à à votre aisance en termes d'informatique et vos compétences. Alors, je dirais pas des compétences, parce que les compétences peuvent s'acquérir. C'est plutôt par rapport à votre c'est plutôt par rapport à vos compétences, votre aisance avec l'informatique, en fait. Désolée, quelqu'un est apparu dans mon bureau. Donc, c'est toutes des solutions vraiment qui sont, on a vraiment en haut à droite les choses les plus complexes, mais les plus flexibles qui vous permettent d'évoluer sur des choses par la suite. Si vous utilisez des plateformes comme Wix ou Jimdo, vous allez vraiment vite être limité. Et si par la suite, vous voulez quelque chose de beaucoup plus complet, souvent, il va falloir repartir à zéro et redéployer votre site Internet avec des outils plus adaptés à ce que vous attendiez. Et c'est là, effectivement, où il faut vraiment bien réfléchir dès le départ. Et c'est une question qu'on avait, donc ça y répond clairement. Avec Wix, vous ne pouvez pas faire évoluer votre site vitrine en site marchand. Et il me semble pas. Hein. Oui, alors à la base, effectivement, Wix, c'est que pour du site vitrine. À un moment donné, ils proposaient des abonnements pour proposer des produits à vendre avec des tarifs, voilà. Mais au final, ça revenait très, très cher. Et du coup, voilà, effectivement, c'est principalement du site vitrine. Donc, si après, vous voulez basculer votre site sur du site de vente en ligne, c'est effectivement, il faut reprendre à zéro la création du site Internet. C'est ça. Et juste une dernière petite question. On me dit, il y a Canva pour un site vitrine également. Canva va vous permettre de créer des visuels impactants ou des supports en fait pour vous aider à alimenter votre site Internet ou vos réseaux ou autres. Mais Canva ne permet pas la création d'un site Internet. Donc, c'est un outil d'aide à la création, mais de visuels, mais pas de site même, quoi. Voilà. Alors, c'est surtout pour… Voilà. Donc, on en parlera après c'était prévu, de Canva, mais ce n'est pas un outil qui permet de créer des sites Internet, bien sûr. Donc, juste pour une petite aparté WordPress, parce que c'est ce qu'on utilise, nous, sur nos formations. Donc, il est quand même à l'origine de la création de 43% des sites Internet actuellement. C'est un outil qui peut aller de l'outil simple à vraiment un outil très développé, mais il est quand même complexe à mettre en place. Certes très flexible, mais complexe. C'est pour ça qu'on le préconise dans nos formations. Voilà pour la petite aparté. Alors, pour vraiment vous comparer un petit peu ces outils que j'appelle des plateformes, hein, comme Wix, Jimdo, que je vous ai présenté dans la slide, donc qui sont moins complexes, mais moins flexibles, au site, ce que j'appelle moi CMS propriétaire, hein, qu'on installe et qu'on développe complètement. Donc, effectivement, sur ces plateformes, on aura une création relativement simple, rapide d'un site vitrine. Donc là, tout dépend des réponses aux questions que vous êtes posées tout à l'heure, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un site rapidement? Est-ce que je veux le faire moi-même? Est-ce que je peux le faire moi-même? Est-ce que j'ai le temps de le faire moi-même? Voilà, la plateforme va être adaptée parce qu'effectivement, si j'ai besoin d'un site rapidement et que je me sens capable de le faire, ces outils vont être adaptés de faire quelque chose de très, très simple, très intuitif, sans compétences techniques, Et c'est vraiment adapté si vous êtes un débutant sur la création de site Internet parce que tout sera préconçu dans la plateforme à un coût assez modeste. Par contre, si vous voulez quelque chose de vraiment plus structuré, plus complet, parce que vous aurez beaucoup d'onglets, parce que vous aurez besoin de fonctionnalités, un formulaire contact peut-être plus complet parce que vous avez besoin, au travers du devis que va vous laisser votre visiteur, poser un tas de questions. Là, l'outil CMS va être peut-être plus adapté, mais il faut avoir un petit peu de compétences ou être accompagné par des personnes qui vont pouvoir vraiment vous aider, qui auront ces compétences. Et de monter effectivement faire évoluer votre site par la suite. Donc, le site
propriétaire CMS, voilà, tel qu'on pourrait le trouver au travers Joomla, WordPress ou PrestaShop, qui va vous permettre de vous faire effectivement de la boutique en ligne. Toujours par rapport à cette plateforme, comme elle nécessite peu de compétences, effectivement, elle va vous permettre de créer rapidement, sans prise de tête, avec un outil assez intuitif, ça je l'ai déjà dit. Effectivement, le CMS va être plus coûteux en temps, voilà, mais plus adapté à vos besoins. Après, le fait de construire vous-même votre site Internet, c'est souvent ce que j'entends, moi, des gens qui viennent en formation. Je suis contente parce que j'ai été capable de le faire moi-même. Ça m'a pris du temps, mais au moins, j'ai vraiment fait le site qui correspond à ce que j'attendais, qui me permet de pouvoir… Alors, c'est bien aussi, effectivement, sur ces formations-là, mais des prestataires vous permettent aussi de le faire, c'est de vous former à l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire que vous avez des prestataires, ils ne vont pas seulement vous créer votre site, ils vont vous le créer la base, la structure, mais après, ils vont prendre le temps aussi de vous expliquer comment vous allez pouvoir prendre la main par la suite pour vraiment vous l'approprier et mettre à jour votre site Internet. Et ça, c'est vrai que c'est gratifiant quand vous pouvez vous-même, après, être indépendant et autonome sur la rédaction de vos pages et la mise à jour de votre site Internet. Donc ça, c'est des choses importantes à prendre en compte également. On va alors voir, je pense, un petit peu après, ouais. La différence entre la plateforme en ligne et le site que vous allez construire. Ce qui est important de savoir, c'est que la plateforme, c'est en ligne. Vous allez sur un site, donc wix.com, jimdo.com par exemple, et là, on va tout de suite vous dire, créer tout de suite votre site Internet. Tout est préconçu, c'est-à-dire que bon, vous aurez peut-être, on verra, à choisir un nom de domaine, mais vous n'aurez pas à vous occuper de l'hébergement de votre site Internet. Tout sera installé sur la plateforme. Par contre, le site construit avec le logiciel, là, il y aura d'autres questions à vous poser, c'est-à-dire je vais devoir choisir et acheter moi-même mon nom de domaine. Ça, on va voir dans les slides précédents. Mais je vais aussi devoir me préoccuper de la façon d'où sera hébergé mon nom de domaine, c'est-à-dire où il va habiter, où il va être stocké, où il va être en ligne. Donc ça, effectivement, c'est des choses à prendre en compte. Voilà, vous serez libre parce que vous aurez choisi votre hébergement, vous aurez choisi votre nom de domaine, mais c'est des choses à prendre en compte dans le choix de la solution que vous aurez à prendre pour la création de votre site Internet. Donc, les solutions e-commerce, on en a parlé, mais juste cette slide pour vous rappeler que si vous voulez aller plus loin dans ces solutions de vente en ligne, on vous attend demain à partir de 9h. Donc, c'est pas moi qui animerai, ce sera d'autres collègues. Mais là, on vous présentera la vente en ligne qui n'aura plus de secret pour vous demain matin. Donc, je parlais effectivement des solutions qui sont les solutions de sites construits, où là, effectivement, il faudra, du coup, pour le coup, choisir votre nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est quoi? C'est en fait l'identité que votre entreprise aura sur Internet. Donc, c'est l'identité numérique de l'entreprise. C'est l'adresse où pourront vous trouver les visiteurs de votre site Internet, vos prospects, vos clients, mais aussi vos partenaires. Toute personne qui vous recherchera sur Internet vous trouvera via le nom de domaine. Alors, il y a les moteurs de recherche, mais le nom de domaine, c'est vraiment ce qu'on va taper dans une barre d'adresse d'un navigateur pour accéder directement à votre site Internet. Alors, je l'illustre tout simplement, moi, avec notre maison, notre hébergement, notre adresse postale. Pour se rendre chez quelqu'un, on a besoin d'avoir son adresse postale pour aller dans sa maison. Pour aller visiter un site Internet, on a besoin de son nom de domaine pour pouvoir voir le contenu du site Internet. Le nom de domaine, donc il y a une histoire d'appartenance de propriétaire. Si vous créez vous-même votre site Internet en travaillant avec un logiciel propriétaire, ce nom de domaine, c'est vous qui allez le choisir, c'est vous qui allez l'acheter, il vous appartiendra. Si vous passez par des plateformes, elles vont vous permettre de choisir votre propre nom de domaine. Et bien souvent, sur ces plateformes, comme Wix ou Jimdo, elles resteront propriétaires de ce nom de domaine. Elles l'auront acheté pour vous, mais elles vous le reloueront à travers les différents abonnements. Donc, faites attention à ça, d'être bien propriétaire de votre nom de domaine. Et je rebondis par rapport à ça. Il faut
bien être propriétaire de votre nom de domaine. Quand vous vous faites démarcher aussi par des prestataires ou autres, il y en a certains qui sont très très accrocheurs. Vous pouvez faire un site internet par eux. Par contre, vérifiez bien que vous soyez propriétaire du nom de domaine et que vous puissiez faire des modifications en interne. Ça, c'est hyper important. On le voit beaucoup. Donc voilà, prenez pas de décision trop rapide, réfléchissez bien et vérifiez bien que vous soyez propriétaire des éléments. Voilà, pour que vous puissiez faire les modifications après. Merci. Donc, effectivement, une fois que vous l'avez… Alors ça, c'est cette notion de propriété, quand on reprend l'exemple l'intérêt du cahier des charges tout à l'heure, ça, c'est des choses que, voilà, nous, on fait préciser automatiquement dans un cahier des charges quand l'entreprise travaille avec un prestataire, c'est cette notion de propriété de nom de domaine, pour que vraiment vous soyez autonome et indépendant et que tout vous appartienne une fois que le site est créé. Donc, une fois réservé ce nom de domaine, cette URL, elle vous appartient et vous êtes la seule à pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que s'il y a une société qui a le même nom commercial que vous, voilà, vous êtes un organisme de formation, vous appelez Siri, vous souhaitez que votre nom de domaine s'appelle Siri, formation-siri.com ou .fr. Si demain j'ai un homonyme à l'autre bout de la France et qui décide de créer aussi de proposer des formations à des entreprises, eh ben, si moi j'ai réservé ce nom de domaine-là pour mon site internet, théoriquement, puisque je l'ai réservé, enfin c'est même pas théoriquement, c'est sûrement, elle ne pourra pas se le réserver. Donc le nom de domaine est composé d'une extension, ce qu'on appelle le protocole, le HTTP. Le S va signifier que votre site internet est sécurisé, donc ça c'est super important. Là encore, veillez bien à ce que vos sites internet soient sécurisés. Alors déjà pour la protection de vos utilisateurs, de vos visiteurs, mais surtout aussi pour la visibilité de votre site internet. À savoir qu'aujourd'hui, un site internet qui n'est pas sécurisé ne sera pas visible sur les moteurs de recherche. Vous aurez bien choisir les meilleurs mots-clés, vous aurez pu choisir les meilleurs contenus pour faire que votre site internet soit visible. S'il n'est pas sécurisé, Google ne prendra pas Google pour ne pas le citer, mais les autres aussi ne prendront pas la peine de venir sécuriser votre site internet. Donc ça, c'est super important. Donc après, il y a le protocole, le sous-domaine, les 3W, ça c'est coutume de les avoir. Et le nom de domaine en proprement dit, c'est ce que vous allez choisir après ces 3W et avant l'extension. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est propre. Donc comme sur notre exemple, artisanat-bfc.fr et l'extension. L'extension, c'est obligatoire d'en avoir une. Effectivement, après, on a le choix de l'extension. Donc, soit en .fr, soit en .com, soit en .org. Alors, c'est spécialisé pour tout ce qui est organisme public, les .org. Il existe plein d'extensions possibles et imaginables. Moi, je vous en conseille deux, .fr ou .com. Je vous conseille même de prendre souvent, si c'est possible, les deux. Pourquoi je vous ai pris l'exemple tout à l'heure si demain je voulais créer mon entreprise de formation, je choisis mon nom de domaine formation-siri, siriformation.fr, et que j'ai un concurrent qui s'installe à proximité ou à l'autre bout de la France, peu importe, et qui s'appelle aussi Siri et qui propose aussi des formations. Alors ça, c'est possible, on a tous vu dans nos différents accompagnements d'entreprises des gens qui ont le même nom et qui ont la même activité ou qui ont un nom commercial, pas forcément avec notre nom de famille, mais qui est le même que le nôtre. Si vous avez choisi le .fr et que vous avez laissé libre le nom de domaine en .com, cette personne va pouvoir l'acheter. Parce que vous avez choisi le .fr, donc elle va pouvoir acheter le .com. Et ça peut être embêtant parce que vous avez deux entreprises qui ont la même activité, voire une activité différente, mais ça peut être du coup, ça va semer le flou au terme des visiteurs. Il ne saura pas exactement si c'est votre site qu'il voulait visiter ou pas, et ça peut être embêtant. Donc, un nom de domaine, c'est 5 € pour un .fr en moyenne, c'est 10 € pour un .com. Donc, par an, c'est 5 €, 10 € par an. Ne faites pas l'économie de ces quelques euros et sécurisez-vous la propriété du .fr et du .com pour éviter que quelqu'un d'autre l'achète et vous pique votre nom de domaine et vous pique votre notoriété sur Internet. Par rapport à ça, justement, sur ta slide d'après, elle va répondre à pas mal de questions qu'on a. Comment savoir si le nom de domaine est disponible et on l'achète où, ce nom de domaine-là? Voilà. Alors, avant de devoir l'acheter, je voulais juste des conseils par rapport au choix du nom de domaine. Il faut qu'il soit cohérent, effectivement, avec votre nom commercial. Alors, si possible, qu'il ait ce nom commercial, mais ça peut aussi…
quelque chose de différent. Ce n'est pas une obligation. Le choix du nom de domaine, c'est vraiment la première décision importante que vous allez prendre sur votre site Internet. C'est vraiment pas anodin, il faut vraiment que ce soit bien réfléchi. De préférence qu'il soit court et facilement mémorisable. Éviter vraiment les noms de domaine à rallonge avec plein de tirets, si possible. Alors, déjà, les caractères spéciaux, c'est pas éviter, c'est tout simplement pas possible d'avoir des caractères spéciaux dans le nom de domaine. Le seul caractère que vous pouvez, qui est autorisé dans le nom de domaine, c'est le petit tiret, mais ça complexifie. C'est bien qu'il soit mémorisable, original. Et si en plus ça peut correspondre à votre nom commercial, c'est gagné, enfin, c'est encore mieux. Voilà. Ayez le réflexe mot-clé. Si dans votre nom de domaine, si votre le nom d'entreprise est court et qui ne reflète pas l'activité, ben, c'est bien de pouvoir reprendre votre activité. Par exemple, moi, tout à l'heure, je prenais mon exemple formation Siri. Je suis un organisme de formation. Mon nom d'entreprise, c'est Siri parce que c'est mon nom de famille. Eh ben, c'est pas très long. C'est assez intuitif et ça donne déjà une idée sur mon activité. Alors, si je peux vous partager un autre écran pour vous montrer comment réserver un nom de domaine. Pardon, j'aurais dû préparer avant. Tu vois mon écran, non? Non, enfin là je vois ton PowerPoint, mais en plein écran. Ouais, là on est sur Internet, sur Firefox. Tu es sur OVH. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de prestataires pour lesquels vous allez pouvoir acheter un nom de domaine. Moi, j'utilise pour tester la disponibilité d'un nom de domaine, j'utilise OVH. Pourquoi? Parce qu'en fait, directement sur leur page d'accueil, on va pouvoir avoir cet outil de recherche qui me permet de voir si mon nom de domaine est disponible. Donc là, vous allez tout simplement sur ovh.com. Vous arrivez sur cet écran-là. Là, dans cette zone de recherche, vous allez pouvoir taper votre nom de domaine, l'extension que je veux, et je vais faire rechercher. Donc là, en quelques secondes, il va me me dire, hop là, j'ai un écran qui m'embête, voilà, accepter. Si mon nom de domaine est disponible, donc vous voyez, formationsiri.fr, il est disponible, je pourrais l'acheter. Par contre, en .store, oui, voilà, il est disponible dans beaucoup de... Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'extensions qui existent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le .fr et le .com. Les autres extensions sont pour ma part, voilà, pas forcément adaptées à une entreprise où c'est vraiment ces deux extensions-là qui sont vraiment importantes. Donc, allez sur un vendeur d'extensions, un fournisseur d'extensions, pardon, et tester s'il est disponible ou pas. Alors, je vais reprendre le PowerPoint. Donc, par rapport au coût du nom de domaine, tout dépend le nom de domaine, en fait, au final. Voilà. Après, souvent, ce qu'on a aperçu, plus ça se rapproche d'un nom d'une marque très connue, plus le nom de domaine sera cher. Et par exemple, moi, si demain je fais mélodielepommelec.fr, il ne va pas être très cher du tout vu qu'il n'y a rien de connu à ce nom-là, quoi. Mais si par exemple mon entreprise, ça se rapproche, je ne sais pas, de LVMH, parce que c'est les initiales de voilà, de ma famille, je ne sais pas, ou de mon entreprise, bah là, ça s'apparente à LVMH, donc d'une, je ne vais pas pouvoir le choisir. Et si je le décline, il va se rapprocher du vrai, donc forcément, il sera un peu plus cher. Voilà. Donc là-dessus, il faut faire les tests, en fait, directement sur ovh.fr, où il y a sur l'AFNIC aussi, pour voir combien coûte le nom de domaine que je peux utiliser et s'il est disponible. Voilà, la petite slide qui reprenait. Donc, sachez, quand vous achetez un nom de domaine, vous l'achetez au minimum pour 1 an. Après, vous pouvez le prendre pour plusieurs années, maximum 10 ans, je crois, mais on peut le prendre pour 2 ou 3 ans. Quand je dis minimum 1 an, donc du coup, si vous avez acheté un nom de domaine, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était super important de bien réfléchir à ce nom de domaine avant, parce qu'au moins, vous l'avez bloqué déjà pour 1 an, et si au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que ce n'était pas le plus adapté, bah, il va falloir en racheter un deuxième et
rediriger votre site. Alors, ce n'est pas un souci, hein, ça ne changera pas le site, mais il faudra rediriger votre site sur ce nouveau nom de domaine. Sauf que si, entre-temps, vous avez créé vos flyers, vous avez fait la publicité sur votre véhicule avec l'ancien nom de domaine, ben, vous imaginez tout ce qui peut en découler et tous les frais que ça peut occasionner quand il faut refaire la communication sur un autre nom de domaine. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important de bien le déterminer dès le début et avant vraiment de se lancer dans la construction de son site. De ce nom de domaine pourra écouler aussi votre adresse mail professionnelle. Donc, un deuxième petit sondage qu'on vous propose. Mélo, tu me confirmes que c'est bien l'écran de mon slide qui est… Oui, c'est bien l'écran. Voilà. Le sondage est en cours. D'accord. Disposez-vous d'un email professionnel? Alors, c'est en cours. Pour le moment, c'est tendu au niveau des résultats, mais principalement oui, mais par exemple, @orange.fr ou gmail.com. Pour le moment. Alors, qu'est-ce que j'entends par email pro? Alors, on parlait du nom de domaine. Le nom de domaine, voilà, c'est ce que vous avez acheté pour faire héberger votre site. Une fois que vous l'avez acheté, donc chez OVH, chez O2 Switch, chez LWS, en tant que prestataire qu'on peut avoir pour acheter des noms de domaine. Une fois que vous l'avez acheté, il vous propose derrière de pouvoir créer des adresses mail professionnelles. Alors moi, quand je parle d'adresse mail professionnelle, ce n'est pas l'adresse mail que j'ai dédiée à mon entreprise, mais c'est vraiment l'adresse mail qui est associée à mon nom de domaine. Je m'explique. Il y a deux types d'adresses. Donc, les adresses mail qu'on peut utiliser, mais qui sont liées à un fournisseur d'accès. Donc, par exemple, l'adresse mail qui sera murielsiri@orange.fr. Donc, pour moi, ça, même si je l'utilise à des fins professionnelles, c'est une adresse qui est liée à un fournisseur d'accès Internet. Alors, je dirais pas qu'elle n'est pas une adresse que je vais consacrer à un usage professionnel, mais elle est vraiment liée à mon fournisseur. Donc, moi, par exemple, j'ai encore, parce qu'à l'époque, j'avais Orange, ça s'appelait encore Wanadoo, et j'utilise encore mon adresse Wanadoo. Vous voyez, vous êtes toujours lié, en fait, au nom qu'aura votre fournisseur d'accès Internet. Il y a les adresses qu'on appelle les adresses mail dites gratuites, qui sont du style murielsiri@gmail.com ou murielsiri@hotmail.fr. Donc, il en existe plein. Laposte.net, voilà. Il existe plein d'interfaces, d'applications qui vous permettent d'utiliser des adresses mail gratuites que vous pouvez créer, utiliser à des fins professionnelles. Mais c'est dommage, je pense que ça ne fait pas vraiment professionnel. Quand vous avez acheté votre nom de domaine, eh ben, ne vous privez pas de l'opportunité de vous créer de vraies adresses professionnelles qui seront du style contact ou murielformation.fr ou comme on a nous à la Chambre de métier, msiri@artisanat-bfc.fr, qui sont vraiment des adresses professionnelles qui sont liées au nom de domaine. Alors, pourquoi parce qu'effectivement, professionnellement, ça fait plus sérieux. C'est plus rassurant pour la personne, effectivement, qui va vous contacter. Quand sur une carte de visite, vous avez le nom commercial de l'entreprise, qui est Muriel Formation, le nom de votre site internet, qui est www.murielformation.fr, et l'adresse mail qui est contact@murielformation.fr. Ça fait vraiment plus professionnel que quand j'ai du Gmail, du Hotmail mélangé un petit peu partout. Donc ça, effectivement, c'est des choses que vous allez pouvoir choisir, le nom d'adresse mail associé à la création du nom de domaine pour votre site internet. Alors, après le nom de domaine, quand on décide de créer soi-même, de créer son site internet via un logiciel propriétaire ou soi-même, donc on aura choisi son nom de domaine dans un premier temps, et la quatrième étape, ça va être de choisir son hébergement. Donc là, le choix de l'hébergement, c'est seulement si effectivement vous passez par la solution WordPress, Joomla, voilà. Si vous êtes sur des plateformes, vous serez d'office hébergé sur les plateformes Wix et Jimdo. Vous n'aurez pas à choisir l'hébergement parce que c'est eux qui l'auront choisi pour vous, mais du coup, vous êtes tributaire de leur hébergement. Donc, l'hébergement du site internet, moi, je l'identifie toujours avec, comme tout à l'heure, le nom de domaine, la petite histoire avec la maison, c'est-à-dire que j'ai une maison, j'ai un terrain,
j'ai construit ma maison sur mon terrain. J'ai mon site internet, et ben, je vais héberger mon site internet sur mon serveur. Et l'hébergement, c'est ça, c'est l'endroit où va être stocké votre site internet sur un serveur. Alors, on est d'accord, chez vous, vous n'avez pas de serveur, vous avez des ordinateurs classiques. Donc, on va acheter un espace sur des serveurs dédiés à des sociétés spécialisées. Donc là, les sociétés les plus connues, ben, c'est encore OVH qui propose des noms de domaine, mais aussi de l'hébergement. Gandhi, Yonos, LWS, O2Switch, il en existe plein. Donc, O2Switch aussi, c'est une société que je préconise beaucoup, qui vous permettent d'acheter vos noms de domaine, mais aussi d'acheter une solution d'hébergement. Donc, un hébergement, c'est un ordinateur, un serveur qui est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui surtout est sécurisé. Hein, ce n'est pas le petit ordinateur que vous avez à la maison, même quand vous éteignez, il n'est plus accessible. Là, plus personne ne pourrait se connecter sur votre site Internet. Donc ça, c'est un choix à faire. C'est aussi en fonction des questions que vous serez posées juste avant, c'est-à-dire si je veux un site vitrine ou un site de vente en ligne, l'espace sera différent, la base de données derrière n'est pas la même, le volume de votre site Internet ne sera pas le même, là, votre hébergement ne sera pas le même non plus. La sécurisation aussi de votre site Internet ne sera pas la même. Hein. Alors, je ne vais pas dire qu'un site vitrine est moins sécurisé, mais il aura peut-être moins besoin de sécurisation qu'un site sur lequel il va y avoir de la vente en ligne, il va y avoir un système de logistique de livraison derrière, il va y avoir un fichier client derrière, parce que les gens qui vont vous commander sur votre site Internet, qui vont acheter vos produits, vont s'enregistrer, vous s'authentifier, vont donner des informations et du coup, l'hébergement va être différent, ça va impacter votre espace hébergement de votre site Internet. Donc, quand on parle d'hébergement, donc on a des coûts différents. Ça peut aller un minimum de 50 € pour un site vitrine sur, par exemple, OVH, la formule de base est sur une cinquantaine d'euros. Je crois que c'est mon slide après, voilà. 49 exact, parce que je crois qu'ils ont un petit peu revu leurs tarifs. Alors là, mes tarifs, c'est en TTC par an. Donc, un hébergement perso. Alors, quand je dis perso, ça veut dire adapté, j'ai oublié le R, pardon, adapté à la petite entreprise qui a besoin du petit site vitrine, par exemple, sur une page, c'est suffisant. L'hébergement à 43 € auquel il faudra ajouter l'achat du nom de domaine, qui est de 10 € pour un .com. Voilà, donc 43 € par an, plus 10 € pour le nom de domaine. C'est un espace limité de 100 gigas. Le trafic est limité, c'est-à-dire que voilà, le nombre de personnes vont pouvoir venir se connecter, mais la fluidité du site Internet sera peut-être impactée. Alors, quand je dis l'achat du nom de domaine, sachez que pour OVH, sur la formule de base, il vous offre le nom de domaine la première année. Donc, c'est 43 € tout compris la première année, mais la deuxième année, il faudra payer l'hébergement de 43 € plus le nom de domaine. Et par rapport à ça, justement, on a une question. Si je choisis mon nom de domaine pour mon site avec l'hébergement et que je souhaite justement avoir une adresse email professionnelle, est-ce qu'il y a un surcoût par rapport à ça? Alors, en fonction de la formule que je vais acheter, par exemple, chez OVH, la formule de base, elle va vous permettre de créer derrière 10 adresses mail. Pour une entreprise artisanale, les adresses mail, c'est suffisant et c'est déjà très bien. Généralement, on en utilise une, deux. Contact générique, peut-être une Muriel@formation Syrie pour le dirigeant et une pour la secrétaire. Voilà, ça suffit largement. Si vous passez sur une formule plus importante, plus coûteuse, et là, on va pouvoir vous proposer derrière une centaine d'adresses mail. Mais est-ce que vous avez besoin de 100 adresses mail derrière? Voilà, c'est des forfaits derrière de nombre d'adresses mail. Donc après, on a des formules. Alors, Wix, c'est la formule en plateforme, ce que je vous disais tout à l'heure, où là, vous n'avez pas besoin de choisir l'hébergement ni le nom de domaine, mais tout est compris dans leur premier pack, premier niveau d'abonnement, où vous avez une connexion avec un nom de domaine, avec un espace disponible, un trafic qui est limité, le domaine est compris, pour 79 € par an. Chez O2Switch, en termes de comparatif, donc O2Switch est également un fournisseur d'hébergement et de nom de domaine. Donc, lui propose une formule unique, c'est-à-dire que vous ne payerez rien d'autre, vous n'aurez pas d'autre formule. C'est 72 € par an, qui comprend le nom de domaine, l'hébergement illimité, un nombre d'adresses mail
je ne sais plus combien, mais largement suffisant pour un besoin d'une entreprise classique. Voilà, donc eux, ils ont une offre unique qui est un peu plus chère que l'offre de base d'OVH, mais qui est un peu moins chère que l'offre pro d'OVH, où là, effectivement, on a un peu plus d'espace, un peu plus d'adresses mail disponibles et, voilà, un peu plus de fonctionnalités. Donc ça, on l'a dit effectivement que le conseil, c'est que ça appartienne bien à l'entreprise, hein, que votre nom de domaine, votre hébergement, être sûr que vous en êtes bien les propriétaires et ne pas laisser cette propriété à un prestataire qui va héberger votre site Internet ou créer votre site Internet ou la société qui va le faire. Voilà, ça c'est vraiment important que vous puissiez être autonome et indépendant par rapport à ça. Alors, des questions par rapport Alors, par rapport à ça précisément, non, il n'y avait pas de questions. On y a répondu pendant la présentation. On a une question qui a, c'est pas qu'elle n'a rien à voir, mais bon, c'est une question qui a été posée. Site vitrine par rapport à la page Facebook. On pose les choses quand même, ça n'a rien à voir. On va répondre à la question, mais... Ouais. Voilà. Dans la première slide, pour moi, c'est complémentaire. Une page Facebook, on va jouer avec l'actualité, c'est-à-dire qu'on va poster des infos, mais qui vont être chronologiques, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez poster vos infos, elles vont faire évoluer votre présentation sur Facebook. Le site vitrine, il va être beaucoup plus statique. C'est des choses plus institutionnelles qu'on va voir sur votre site, votre présentation, votre savoir-faire. Voilà, on va plus jouer sur l'actualité sur vos pages Facebook. C'est bien, quand vous avez une page Facebook, de faire le lien vers votre site Internet et inversement, depuis votre site Internet, de faire un lien vers votre page Facebook. Pourquoi? Parce que pour créer du lien, pour être complémentaire, pour être dynamique sur votre réseau social comme sur votre site Internet. On a une autre question par rapport à l'offre. Alors, les chiffres peuvent changer entre-temps. Voilà. La question, c'est 86 € pour un site, pour un e-commerce. Alors là, c'est une solution d'hébergement. Donc après, ça ne fait pas tout. Il faudra penser surtout à l'espace disque qui soit assez suffisant, voilà, assez important pour y mettre tous les médias, toutes les données dont nécessite votre site e-commerce. Oui, effectivement, chez OVH, 86 €, ce n'est pas la dernière formule. Il y a encore des formules au-dessus qui sont vraiment adaptées pour les grosses structures, les gros sites où il y a une grosse base de données, énormément de produits. Donc là, c'est je veux dire, la première formule pour un site e-commerce pour une entreprise artisanale. Après, pas le coût du site, si vous on est d'accord, si vous le faites, c'est si vous le faites vous-même en téléchargeant un logiciel adapté, voilà, ou si vous venez en formation chez nous, vous aurez ces coûts-là à payer en plus du coût de la formation. Parce que là, effectivement, nous, on tient à ce que vous restiez propriétaire de votre hébergement et de votre nom de domaine. Donc, on vous demandera de réserver votre nom de domaine et de choisir votre hébergement en fonction de vos besoins, de votre activité et des fonctionnalités que vous souhaiterez sur votre site Internet. On va vous conseiller, vous aiguiller par rapport à ce choix, mais... Alors, par contre, si vous prenez la formule de base d'OVH, parce que vous dites dans un premier temps, je ne sais pas trop ce que quelle part va prendre en volume mon site Internet, vous pouvez tout à fait choisir la première formule qui vous permettra de construire votre site, de l'héberger dans un premier temps et de le faire évoluer à tout moment vers la formule supérieure. Ça sera transparent pour le visiteur de votre site. C'est juste vous aurez, quand vous allez voir que votre site ralentit parce qu'il n'y a plus assez d'espace ou parce que vous mettez beaucoup plus d'informations, vous pensiez en mettre au départ, assez facilement, vous allez pouvoir le faire évoluer vers une solution supérieure de façon très simple. Voilà, c'est... Merci Muriel. Et on a une autre question, mais elle est technique sur Wix. Alors moi, je n'ai pas la réponse, mais je ne sais pas si tu l'as. Alors, donc la personne a déjà un site Internet construit sur Wix. Et donc, il y a un... Alors, attends, maintenant. Ma question concerne précisément la prise de rendez-vous via Wix. Y a-t-il moyen de grouper les rendez-vous par adresse code postal pour gagner du temps sur l'organisation et faire une tournée, en fait? Alors, je sais que sur WordPress, il doit y avoir des modules, certainement, pour optimiser justement peut-être
les résultats et faire même un plan un itinéraire. Sur Wix, par contre, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas non plus répondre à cette question sur Wix. Alors là, on a des personnes parmi nos collègues qui sont peut-être plus spécialisées dans l'utilisation de Wix, qui pourront nous aider, enfin vous aider ou nous aider à répondre à cette question. Mais là, non, j'ai pas la réponse. On posera la question, on reviendra vers vous. Je vous disais tout à l'heure que Wix, ça part de la formule de base qui est gratuite. Je vous déconseille, parce que ça manque en fonctionnalité efficace pour un professionnel, à différentes formules. Donc, la première formule payante qui revient à 79 € par an va vous permettre d'acheter votre nom, de choisir votre propre nom de domaine, de choisir votre espace de stockage et d'ajouter des fonctionnalités, notamment fonctionnalités d'amélioration du référencement de votre site Internet. Et comme c'est pareil, c'est pas le seul abonnement qu'il y a d'autres formules qui sont un peu plus chères. Alors, c'est par mois, hein, le coût sur Wix, vous payez tant par mois et qui vous ouvre d'autres fonctionnalités. Donc, je pense que ça peut faire partie des fonctionnalités un peu plus onéreuses qu'on peut débloquer au fil sur les abonnements supérieurs, sur cette partie-là. Voilà. J'ai vu une question, d'ailleurs je ne m'en souviens plus, par rapport à O2Switch. Est-ce que O2Switch, la formule unique d'O2Switch permet du e-commerce? Oui, parce qu'il est limité sur O2. C'était ça la question, il me semble l'avoir vu tout à l'heure. Oui, parce que O2Switch, alors effectivement, ils ont une offre unique, mais qui est illimitée en termes de stockage et qui est illimitée en termes de trafic. Donc, c'est pour ça que je trouve, moi, cette formule intéressante. Je ne sais pas que je vais faire la promotion de ce style de cet hébergeur, mais voilà, il permet d'héberger un site classique vitrine, mais d'évoluer vers du e-commerce assez facilement, simplement, parce que ça reste sur le même hébergement. Et voilà, c'est une offre unique, voilà, mais très complète. Ok, merci. Alors, je vais te laisser la parole, j'ai beaucoup parlé. Oui, allez, je prends le relais. Je te laisse continuer de partager ton écran et puis tu passeras les slides. Si tu veux. Comme ça, ce sera plus fluide pour tout le monde. Donc, assez rapidement pour cette fin de présentation, là, on a parlé du site Internet, de comment finalement commencer son site Internet et quels outils prendre pour le créer. Mais une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Voilà. Donc, vous le savez un petit peu parce que vous avez préalablement fait votre cahier des charges. Voilà, mais on peut se dire, oui, mais en fait, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Je vais mettre quoi à l'intérieur? Se redire à qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que ma cible, c'est d'autres professionnels ou est-ce que c'est des particuliers ou est-ce que c'est les deux? Donc, je vais adapter ma communication en fonction de la cible que j'ai. Et je ne vais pas adapter que ma communication, ça passe, donc la communication, elle est verbale, non verbale, ça va être les textes que je vais utiliser, mais ça va aussi être le design de mon site. Il y en a qui sont un peu plus corporate que d'autres, donc là aussi, tout dépend de la cible, ma cible de clientèle tout simplement. Et vraiment, la question à se poser, c'est quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que j'ai créé un site Internet? Est-ce que c'est pour me faire connaître, être visible? Est-ce que c'est pour gagner des clients? Est-ce que c'est pour faire venir des clients dans ma boutique physique? Voilà, tout ça, il faut bien se poser ces questions, poser les choses et après la construction du site, vous allez voir dans la rédaction du contenu, ça va aller assez simplement. Donc pour vous aider, vous faites une cartographie. Vous allez faire un schéma à la main ou sur ordi, comme vous le sentez le plus simple pour vous. Et vous allez vous dire, ben voilà, moi, mon objectif, c'est que les gens viennent dans ma boutique parce que je vends des accessoires. Voilà. Alors, quand la personne va aller sur mon site Internet, qu'est-ce qu'elle doit trouver prioritairement? Est-ce que l'information, elle est simple, claire et efficace? Donc, je vais faire en fait des catégories. Et puis, de cette catégorie-là, je vais peut-être faire des sous-catégories. Voilà, de comment est-ce que c'est de la façon la plus logique pour moi.
Je vais aussi aller voir peut-être sur les sites des concurrents pour voir comment est-ce que c'est construit et puis je vais prendre des bonnes idées et puis me noter même les choses que je n'ai pas du tout aimées et que je ne veux pas reprendre sur mon site internet. Voilà. Ça vous aide à construire votre site qui vous ressemble. Voilà. Donc ça, c'est hyper important et il faut que ce soit structuré. Ça, c'est très important. Le but, c'est que le client donc, passe du temps sur votre site internet, mais qu'il fasse le moins de clics possible pour arriver au bout de la recherche qu'il souhaitait faire. Voilà. Plus il va cliquer, plus vous allez le perdre. Donc, le but, c'est qu'il trouve l'information rapidement. Voilà. D'où l'intérêt de mettre à jour aussi régulièrement votre site internet. Donc, vous allez utiliser des mots-clés que vous allez disperser un petit peu partout sur votre site internet. Mais il faut le faire très intelligemment. Il ne faut pas juste mettre des mots-clés pour des mots-clés, comme tu l'as dit tout à l'heure, Muriel, ou comme on l'a vu ce matin. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre partout dans mon site, admettons, je vends des accessoires, Mélodie accessoire 58, Mélodie accessoire 58, Mélodie accessoire 58. Ça, du coup, je vais être un peu blacklisté au niveau de Google, au niveau du référencement sur mon site internet. Il faut que j'intègre ces mots-clés dans des phrases, dans des groupes de mots. Il faut que ce soit logique. Il faut que ça vienne de vous et que ce soit naturel, entre guillemets, pour que ce soit vraiment bien intégré et que ça fonctionne. Voilà. La partie, que ce soit agréable pour le visiteur qui va lire votre site, effectivement, il faut vraiment qu'il s'y retrouve et qu'il ait des choses cohérentes, sinon je ne sais pas rester Il faut que ce soit vrai, en fait, tout simplement. Donc, il peut y avoir peu de mots, peu de phrases, mais qu'elles soient impactantes, qu'elles soient bien construites et qu'elles soient vraies. C'est pareil pour les images. C'est un tout, en fait. Plus vous êtes naturel, plus ça transpire de vous, mieux ça fonctionne. Donc, lâchez-vous, mais de façon structurée. Voilà. Alors, juste une petite chose. Moi, je dirais aussi, par rapport à vos mots-clés, le choix des mots-clés, pensez à demander l'avis aux autres. Parce que vous, tant que vous savez décrire votre activité, mais peut-être dans des termes techniques qui ne sont pas forcément les termes que vont utiliser vos clients pour vous trouver ou pour vous chercher. Donc, ça peut être intéressant de demander à votre entourage quels mots-clés ils utiliseraient sur un moteur de recherche pour trouver votre entreprise, pour essayer ces mots qui sont utilisés par les autres, de les insérer intelligemment, comme le disait Mélodie, sur vos contenus, sur vos pages. Et pour ça, justement, vous avez des sites qui existent et qui vous aident à trouver des idées de contenu par rapport à des mots-clés de recherche. Par exemple, je cherche des alliances. Il faut que je crée un contenu par rapport à ça, mais je ne sais pas quoi. Eh bien, je vais aller, par exemple... Comment ? Je vais créer, par exemple, je vais me rendre sur un site, je vous mets dans le chat, c'est Enter the Question in English. Voilà. Et vous pouvez, en fait, vous tapez votre mot-clé, donc par exemple, alliance, et ça va vous donner toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Donc, ça vous aide à créer du contenu. Et ce contenu-là, si il est présent sur votre site Internet et que, par exemple, un client lambda tape sur Google quand commander des alliances pour être prêt pour le jour du mariage, par exemple, si vous, dans votre site, vous répondez en fait à cette question-là, vous avez des chances de vous retrouver en premier résultat de recherche Google. Pour vous dire que ça participe au référencement. On verra après ce que c'est rapidement que le référencement, mais il y a un sujet dédié à ça. Donc ça peut vous aider à créer du contenu aussi. On parle justement contenu, référencement. Donc le référencement va vous permettre en fait le but du référencement, c'est de faire en sorte que votre site internet il soit dans les premiers résultats de recherche Google. Donc ça, c'est l'objectif de tout le monde quand on a un site internet. Pour optimiser ce référencement, vous allez penser à vos mots-clés. Donc, vous pouvez utiliser Answer the Question, Ubersuggest. Il y a plein de sites qui existent et qui vous aident à trouver des mots-clés aussi. Les mots-clés, comme on l'a dit, vous les insérez intelligemment dans des phrases, dans du contenu de qualité pour qu'il soit le plus intéressant le plus intéressant possible pour vos visiteurs, pour les internautes. Et voilà, que ça fasse quelque chose de très cohérent, de lisible, d'agréable. Les internautes, quand ils vont aller sur votre site internet, il faut qu'ils trouvent réponse à leurs questions. Il faut qu'il y ait de l'information. Donc,
allez-y. Ne parlez pas trop en langage technique ou traduisez en langage courant. Je pense au secteur de la bijouterie. On peut vraiment avoir des mots très techniques, mais pour nous, personnes lambda, on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, pas de problème, parlez technique, mais dans ce cas-là, vous traduisez en langage personne lambda pour être vraiment le plus... même c'est limite éducatif, vous allez informer les personnes ou les acculturer à votre univers, votre domaine, votre secteur d'activité. Donc ça, c'est du contenu qui est riche finalement. Et forcément, ça va vous faire parler et ça va vous faire créer des mots, des phrases un peu plus longues. Et donc ça, c'est assez important pour justement le référencement. On le disait, voilà, idéalement 300 mots, mais ça, c'est selon ce que vous avez à dire finalement sur le sujet dont vous parlez. Ça, c'est un idéal. Vous ne dites pas que il faut mettre 300 mots dans une page pour qu'elle fonctionne et qu'elle soit bien référencée. Non. Le but, c'est que l'internaute trouve les informations qu'il recherche et puis que vous ayez atteint votre objectif, c'est-à-dire il vous retrouve sur Internet et après, il va vous voir physiquement pour faire la vente, par exemple. Ayez en tête tout ça, voilà. Et donc, n'oubliez pas de mettre des images, c'est hyper important pour que ce soit très visuel, agréable, que ça donne envie. C'est comme, par exemple, une annonce immobilière, une vente d'une maison. Si je mets la vente de ma maison sur Internet, je fais une annonce pour vendre ma maison sur Internet, mais que je ne mets pas de photos, et ben ça ne marche pas. C'est la même chose avec le site Internet. Il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit agréable, comme un réseau social. Voilà. Là-dessus, vous pouvez vous aider. Donc vous n'êtes pas forcément photographe, c'est pas le métier de tout le monde, mais vous pouvez vous aider de photographe pour faire de belles photos représentatives de votre activité. Et vous pouvez aussi créer des visuels par vous-même, qui ne sont pas forcément des photos. Je pense par exemple à Canva, donc, qui n'est pas un outil pour créer les sites Internet. On vérifiera après, mais normalement non. Et qui vous permet de créer plein de visuels différents pour agrémenter votre site Internet. Donc, ça peut être la bannière en haut du site. Ça peut être aider à créer un petit logo. Ça peut aider à créer différents supports, peut-être même des diaporamas. Voilà. C'est hyper complet comme outil. Il reste gratuit pour la plupart de ses fonctionnalités de base. Donc, vous pouvez y aller sans modération pour utiliser Canva. Et ça peut vous servir vraiment pas que pour le site Internet, mais aussi pour vos réseaux sociaux, votre signature de mail, etc. Donc après, vous avez les images fixes et les images plus dynamiques. N'hésitez pas non plus à mettre des diaporamas, soit qui tournent tout seul, ou alors on appuie pour changer les images. Ça rend vivant en fait le site Internet, donc ça c'est hyper intéressant. Après, la question qu'on se pose, c'est oui, mais du coup, par rapport à mon hébergement, j'ai que 100 gigas. Si je mets beaucoup de photos, et ben, du coup, ça va réduire un peu le temps de chargement des photos, etc. Pas de souci là-dessus. Vous pouvez compresser vos images ou réduire la taille des images pour qu'elles soient bien, qu'elles restent quand même de qualité et qu'elles s'ouvrent rapidement sur les ordinateurs ou les téléphones ou les tablettes, etc. Donc, compressez ou réduisez la taille des images, pas forcément la qualité, pour qu'elles soient bien adaptables sur votre site Internet. Ça, c'est hyper important. Dans le chat, j'ai mis le nom d'un outil en ligne. Donc, c'est Optimizilla. Voilà, qui va permettre de comprimer rapidement. Alors, parce que je pense que c'est important quand on prend des photos avec un bon appareil photo ou même avec un téléphone. Maintenant, la plupart des téléphones font des photos de bonne qualité, mais qui sont souvent très grosses, très lourdes. Et alors, très bien, mais du coup, trop lourdes pour un site Internet si vous en avez plusieurs. Optimizilla va vous permettre de comprimer rapidement, facilement vos photos avant de les publier sur le web. Exactement. Et ce que j'ai oublié de dire et qui est pourtant en numéro 1, quand vous mettez des photos sur votre site Internet, vous les renommez avant de les mettre sur le site Internet. C'est-à-dire, je mets toutes mes photos du nouveau produit sur mon ordi pour mettre sur mon site Internet. Les images, par défaut, elles vont s'appeler img994.jpg. Ça, on ne veut pas le voir. C'est interdit. Ne le faites pas.
Vous renommez les images. L'image, c'est pas IMG, c'est par exemple nouveau Tic Tac fraîcheur duo menthe. Voilà. Ça, voilà. Vous renommez vos photos en fonction des objets, en fonction de ce que c'est finalement. Pourquoi c'est important? Parce que les images font partie du référencement aussi. C'est-à-dire que, admettons, je vends des Tic Tac. Si mon image de Tic Tac n'a pas changé de nom, je ne vais pas pouvoir la retrouver dans les résultats de recherche Google sous forme d'image. Si mon image s'appelle nouveau goût Tic Tac duo menthe, je cherche Tic Tac sur Internet, je tombe sur les photos et je vois nouveau Tic Tac duo menthe. Ça m'interpelle, je clique sur l'image, j'atterris sur votre site Internet. Ça, je ne peux pas y arriver si l'image, elle s'appelle IMG 994.jp. Tout simplement. Voilà. Donc, faites-le bien, c'est hyper important. Et même vous, à titre perso, pour ranger vos dossiers, vos images dans votre ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Vous savez directement ce que c'est. Voilà. Techniquement, les moteurs de recherche, c'est des robots, c'est de l'intelligence artificielle qui va se balader sur votre site. Et quand il va arriver au moment de l'image de votre site Internet ou de la présentation de votre produit, eh ben, le robot ne va pas visuellement voir ce qu'il y a. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, image et machin, il va lire le nom d'image et il va lire IM. Donc, aucun IM 3525 et ça n'aura aucun impact sur le référencement. Par contre, s'il lit tic-tac duo monte, voilà, et ben, c'est un élément en plus qu'il va prendre en compte dans son référencement et un élément différent du texte que vous aurez écrit, un élément différent du titre que vous aurez mis sur le nouveau produit. Et ça, plus ça, plus ça, il va se dire, bah, tiens, c'est le nom de l'image, c'est dans le titre, c'est dans le contenu, c'est peut-être que c'est important. Et ça s'appelle du référencement naturel, on va aller voir. Exactement. Et donc, on parlait d'images. Si vous avez, donc on parlait de Canva aussi pour retoucher, créer des visuels assez sympas. Si vous souhaitez retravailler vos images, vous avez aussi différents outils qui existent. Donc, mis à part les compresser ou réduire la taille, etc. Vous avez Photopea qui vous aide à les personnaliser, à créer des filtres dessus, améliorer la luminosité ou autre, ou à ajouter du texte dessus. Et vous avez GIMP aussi qui fonctionne encore très bien. Donc voilà, il y en a d'autres qui existent. Nous, on connaît ceux-là, qui sont assez faciles à prendre en main et qui vous permettent donc de retravailler un peu vos images. Voilà. Partie réglementaire, on n'en a pas parlé et c'est prioritaire. Quand vous avez, donc là on est sur le site vitrine, on n'est pas sur le site marchand. Pour un site vitrine, vous allez forcément avoir des mentions légales à rédiger. Donc ça, c'est obligatoire, on ne peut pas y déroger. Les mentions légales, on peut revenir vers vous de façon individuelle pour vous aider à les construire si besoin. Mais c'est les informations de base sur le site. Qui est propriétaire du site? Quel est l'hébergeur? Comment je le contacte? Qui est responsable de la publication du site? Comment je le contacte? Où je retrouve les informations? Grosso modo, c'est ça. Si vous êtes une entreprise, on va devoir trouver votre numéro SIRET, votre code APE, vos numéros, voilà, tous les numéros qui permettent d'identifier, les informations qui permettent d'identifier votre entreprise, et c'est obligatoire. Voilà. Vous allez avoir aussi la politique de confidentialité et ou les conditions générales d'utilisation. Les conditions générales d'utilisation, elles sont facultatives pour le site vitrine, mais c'est toujours bien de les mettre. Et la politique de confidentialité, elle va reprendre aussi le RGPD, Règlement général de la protection des données. Donc ça, notamment si vous avez un formulaire de contact, forcément, il doit être conforme au RGPD. Quand on atterrit sur le site Internet, vous avez des cookies. Ça, c'est obligatoire aussi. Il faut expliquer ce que c'est, comment c'est géré. Est-ce qu'on peut, quelles données sont conservées, lesquelles ne sont pas, et quel usage est-ce que vous allez faire des données qui sont collectées sur votre site Internet. Tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, il faut bien le faire, c'est impératif. Et il y a des contrôles qui sont effectués sur les sites Internet pour voir si c'est bien réglementaire, justement. Donc, à partir du moment où vous avez un site vitrine, il vous faut bien des mentions légales et une politique de confidentialité et ou des conditions générales d'utilisation.
Si vous êtes sur un site marchand, ils le rediront demain matin, s'appliqueront obligatoirement des conditions générales de vente. Donc là, elles sont impératives, très importantes, et le mieux, c'est de se faire aider quand même par un juriste pour les rédiger, parce qu'à l'intérieur des conditions générales de vente, vous allez avoir toute la politique de retour produit, par exemple, ou des frais de livraison, ou du transit, le temps que ce soit envoyé directement chez vous, etc. Tout, en fait, c'est la base légale, finalement, de votre site internet et de vos modalités d'envoi et de retour de produits. Donc, c'est hyper important, aussi bien pour vous que pour le consommateur. Voilà, ça, c'est la base légale sur laquelle on va se baser pour régler tout potentiel litige qui pourrait y avoir. Voilà. 2 minutes, j'ai loupé ma mission de questions. J'ai loupé deux, trois questions. Donc, il y a une personne, Pascal, qui demande si les hashtags, c'est pareil, fonctionne pareil pour les mots-clés sur Facebook. Donc, c'est à peu près ça, en fait. Effectivement, on matérialise sur une publication Facebook des mots-clés avec des hashtags qui permettent de vous trouver plus facilement. Les mots-clés sur un site Internet, il n'y a pas besoin de hashtags. Il faut éviter de les mettre sur un site Internet. Ce n'est pas visuellement joli parce que, dans la lecture du texte, mais ça permet d'indiquer effectivement qu'il y a des mots-clés. Voilà. Une autre question par rapport on parlait de la balise alt, notamment du renommage des photos et de la balise alt pour les photos. C'est oui, effectivement, tu l'as dit, pour les malvoyants, avec le lecteur, pour les outils qui permettent de lire un site pour les personnes qui sont malvoyantes. Eh ben, quand l'outil va passer sur une image, c'est la description de l'image. Et la balise alt qui va permettre d'identifier, donc du coup, d'améliorer le référencement. Ouais, donc c'est important de les mettre. Souvent, en fait, en rendez-vous, on nous dit qu'on ne sait pas ce que c'est ni à quoi ça sert et c'est jamais rempli. Mais c'est important de le compléter, effectivement. Donc, n'oubliez pas ces éléments-là sur la partie création de site. Après, il y a des outils qui vous aident aussi à ne rien oublier. Quand vous créez un site internet, par exemple avec WordPress, il y a des éléments qui vous aident à la bonne construction du site ou des articles ou des pages pour optimiser le référencement. Le référencement, on ne va pas trop s'étaler dessus, surtout qu'on est déjà, on dépasse un peu au niveau du timing. Le référencement, ça fera l'objet du coup du webinaire de mercredi matin avec des coachs Google en plus, donc qui vont vous expliquer comment ça fonctionne et quoi optimiser pour avoir un meilleur référencement de site internet. Et puis, je suis perdue dans ma présentation. Ouais. À quoi l'écran? Descends encore un peu, voilà. Voilà. Donc, le référencement, vous le verrez mercredi matin. Mais sachez que tout ce que vous faites sur votre site internet, y compris les mises à jour, et surtout les mises à jour, participe au référencement du site. Donc, le référencement, c'est être un premier résultat de recherche sur Google. Voilà. On voit ton écran, mais pas en plein écran. Oui, je sais, désolée. Donc, après faire vivre le site internet, une fois qu'il est créé, qu'on a créé du contenu, les mises à jour, tout simplement. C'est quoi les mises à jour du site internet? Ça va être de changer quelques photos, les mettre à jour. C'est pas forcément supprimer des anciennes, ça peut être en rajouter des nouvelles. Ça peut être remettre au niveau des actualités, par exemple, les événements auxquels vous avez participé. Ça peut être créer des nouveaux liens vers des partenaires. Voilà. Et vice-versa. Ça peut être rajouter des nouveaux produits, des nouvelles collections. C'est vraiment en fonction de la vie de votre entreprise. Qu'est-ce que je peux mettre de plus pour informer les clients ou les internautes de ce qui s'est passé et leur prouver que l'entreprise, elle est encore vivante, qu'elle est à jour et que ça continue et que ça roule et qu'on est toujours dynamique et cool. Donc, c'est ça principalement de mettre à jour un site vitrine. On n'a pas souvent les idées, mais en fait, c'est un peu comme si vous aviez un chef et qui vous disait qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? Ok, j'ai fait ça, j'étais au salon des métiers d'art, j'étais à tel endroit, et puis tiens, j'ai créé un nouveau produit. Et bien ça, c'est des choses que vous mettez sur le site internet, un petit article, etc. Voilà. Et c'est aussi le lien vers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant de tout dévoiler sur ma page Facebook ou mon Instagram,
quand je vais faire ma mise à jour de site internet, je vais faire un post sur mes réseaux sociaux pour dire, tiens, sur le site, il y a une nouvelle actu, regardez, il s'est passé ça, hop. Donc dans ce cas-là, je fais soit une story ou alors un post, une publication pour renvoyer les personnes vers mon site internet. Ça, c'est hyper important. Et à partir du moment où vous avez un site internet, de toute façon, le lien, donc l'adresse du site, vous le mettez sur tous les supports de communication et y compris en description des réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. Donc, j'oublie pas de le mettre sur Facebook, Instagram, TikTok. Si j'ai Pinterest, je fais des liens aussi vers Pinterest, LinkedIn, Google My Business ou la fiche d'établissement Google. Bref, je mets mon site internet sur tous les endroits où on peut retrouver mon entreprise pour générer du trafic, tout simplement. Voilà, c'est votre carte de visite. Et pensez à faire des sauvegardes. On ne l'a pas dit, mais quand vous avez un site internet, toutes les données sont sauvegardées directement chez l'hébergeur assez régulièrement. Néanmoins, faites des sauvegardes de votre site internet. C'est toujours bien. Surtout si vous faites un gros changement ou une migration. Ça vous permet de sécuriser en fait avant de faire la bascule ou les mises à jour. C'est un peu comparable au point de restauration qu'il y avait avant sous Windows. Eh ben, c'est la même chose, mais pour le site internet, tout simplement. Et ça vous permet quand même d'avoir l'esprit tranquille. Tu vois des choses à rajouter par rapport à ça, Muriel, ou il y a des questions? Non, effectivement. Donc, bien communiquer effectivement sur le lancement de votre site Internet. Une fois que votre site est créé, qu'il a été créé par vous, par un prestataire, c'était bien effectivement donc, de faire ces tests, mais aussi de valider le temps de chargement, hein, ce qu'on disait, tout ce qui influe avec les photos et tout ça, de valider que le temps de chargement est court. Ça, c'est super important aussi pour les moteurs de recherche. Plus votre site va être optimisé pour améliorer la visite de vos visiteurs, mieux il sera référencé. Donc, soyez vraiment très attentifs à ça. Il y a des outils qui permettent d'analyser le temps de chargement des pages qui vont permettre de corriger des imperfections. Il faut aussi rapidement, ce que je conseille moi aux entreprises, c'est que sur leur page d'accueil, tout de suite on comprenne le message commercial de votre site. Si c'est un site de vente en ligne, il faut tout de suite sur la page d'accueil, on comprenne que votre site, il y a des produits à acheter et qui va me permettre d'aller jusqu'à l'achat, concrétiser l'achat d'un produit sur Internet. Ça, c'est important que le visiteur puisse comprendre tout de suite le message commercial que vous voulez faire passer derrière votre site Internet. Il y a une question par rapport à savoir si, pour tester la compatibilité d'un site, alors est-ce que je peux prendre encore 2 minutes? C'est ce que j'essayais de faire tout à l'heure. Oui, vas-y. Pour tester effectivement si votre site Internet, pour ceux qui ont déjà un site Internet, est compatible sur tout type d'écran. Alors, je vais prendre un site au hasard. Vous êtes sur mon écran Google? Oui. Pardon, je suis pas sur le Google. Voilà. Parce que j'ai eu une question dans ce sens-là. Là, vous êtes sur un site Internet quelconque pour tester effectivement si le site qui a été développé ou par vous ou par un prestataire sur un écran d'ordi est compatible sur les autres. Vous faites un clic droit sur l'écran, vous faites inspecter. Et là, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va, avec un petit bouton là, qui apparaît, je ne sais pas si on voit mon curseur, on voit, je dis, qui va vous permettre de passer d'un affichage ordinateur à un affichage tablette ou smartphone. Smartphone. J'étais sur une tablette précédemment, donc on voit qu'effectivement, c'est pour ça que je vous ai pris sur une tablette, c'est pas tout à fait adapté. Mais par contre, mon site sur un écran smartphone, les blocs qui étaient côte à côte sur un écran d'ordinateur, là, sont bien les uns en dessous des autres et c'est propre. Et ça me permet d'adapter. Quand vous utilisez un logiciel propriétaire comme WordPress ou Joomla pour créer votre site Internet, vous avez cette petite interface là aussi à la construction du site qui va permettre de l'adapter en version ordinateur. Donc là, c'est un peu plus technique. Mais là, au moins, pour pouvoir une fois qu'il est réalisé, pour pouvoir le tester sur les différents appareils, vous avez cet outil-là. Donc, je vais sur mon site Internet, je fais un clic droit, inspecter. Ça me permet d'ouvrir cette fenêtre-là qui me permet de changer la version d'affichage de mon site Internet.
Je reviens à mon écran partagé. Et on a une autre question, du coup, par rapport aux mentions légales. Si elles sont faites par un site gratuit, est-ce qu'elles sont valables? Oui, elles sont valables. Après, par contre, il faut bien les relire, voir si elles correspondent bien à votre site. Donc, ne pas faire juste du copier-coller. Le mieux, c'est de faire revoir par un juriste. Alors oui, ça a un coût, mais bon, ça vous rassure et ça vous assure que ce soit légalement bon. Après, il y en a certaines mentions légales qui sont déjà un peu toutes préparées, qui font l'affaire, mais il faut vraiment bien les relire et les personnaliser en fonction de votre site, votre activité. Alors là, c'est vrai pour tout ce qui est conditions générales de vente, c'est d'autant plus vrai. Après les mentions légales sur servicepublic.fr, vous avez une liste qui permet de recenser service-public.fr les minimums d'infos que vous devez avoir sur un site vitrine dans les mentions légales, en fonction de votre activité, si vous êtes une entreprise artisanale, commerciale, si vous êtes une société, si vous êtes en entreprise individuelle, si vous êtes en micro, voilà. Vous remplissez un petit formulaire au préalable et là, on va vous donner les informations minimum que vous devez avoir dans les mentions légales. Et est-ce que les mentions légales sont déjà prévues dans les sites gratuits? Pas forcément. Ouais. La page, elle n'est pas forcément construite, ça sera à vous de la construire. Et du coup, c'est effectivement d'aller chercher ces informations. Enfin, ce qui est obligatoire dans ces informations et de les saisir vous-même comme une page. C'est une page en tant que telle sur un site internet. C'est ça. Alors, on a usé un petit peu de votre temps. On a dépassé le temps qui nous était prévu pour ce webinaire-là. On a fini. On va vous remettre les contacts des collègues, enfin, voilà, de notre équipe pour que vous puissiez bien les avoir et échanger avec nous et poser vos questions si besoin. Et ces contacts-là vous seront aussi utiles s'il y a d'autres questions en particulier par rapport à différents thèmes du numérique. Voilà. Donc, sur tous nos départements que vous voyez sur la slide, voilà, on est présent sur toute la Bourgogne-Franche-Comté et donc, on sera apte à répondre à vos demandes. Et vous pouvez encore retrouver tout le programme et les inscriptions possibles pour les autres webinaires de la semaine. Donc, le prochain sera demain matin à 9 h et on parlera de e-commerce avec Thierry et Lionel. Et vous pouvez donc encore vous inscrire sur artisanat-bfc.fr/numérique avec un C à la fin. On a eu quelques questions par rapport au PowerPoint. Certains voulaient le récupérer. Muriel, qu'est-ce que tu en dis? Moi, ça ne me dérange pas. Il sera disponible en replay parce qu'on l'a enregistré. Et puis, on pourra vous le fournir à la demande. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous transmettre le support en PDF. Voilà. On n'a pas de droit d'auteur, on partage. Voilà. Donc, effectivement, demain matin, e-commerce, c'est complémentaire. Hein. Vous allez retrouver vraiment toutes les particularités par rapport au e-commerce. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez aller plus loin que le site vitrine. Voilà. On vous attend demain à 9 h. Très bien. Je pense qu'on a répondu quasiment à toutes les questions. Pour obtenir le replay, en fait, vous allez recevoir à l'issue de la semaine, hein, je pense, vous allez recevoir un email automatique de Zoom avec le lien vers les replays disponibles. Voilà. Il y aura certainement d'autres fiches pratiques et techniques en lien en téléchargement. Et donc, pour le PowerPoint, revenez vers nous de façon individuelle ou via le mail que vous avez reçu pour la connexion. Et puis, on vous répondra personnellement pour vous le communiquer.